Voici un monde régi par des monstres marins colossaux. Ici, l'humanité ne survit qu'en dérivant à travers l'océan sans fin. Même les fournitures les plus élémentaires doivent être récupérées avec la plus grande prudence dans les profondeurs. Il y a des décennies, une météorite a frappé la Lune, submergeant complètement la Terre. La civilisation humaine autrefois florissante a sombré sous les vagues du jour au lendemain, déclinant peu à peu. Les poissons et la vie marine sont rapidement devenus les nouveaux maîtres de cet océan sans fin. Pourtant, sous la surface calme se cachent d'innombrables bêtes mutantes des profondeurs. Depuis le jour de sa naissance, Porter vit sur ce petit bateau avec son père et sa jeune sœur. Pour plus de sécurité, son père était toujours celui qui plongeait pour explorer les ruines sous-marines. Porter et sa sœur restaient à bord pour s'occuper des repas et des tâches quotidiennes. Ce qu'ils préféraient chaque jour, c'était pêcher d'étranges objets mystérieux dans la mer. L'étude de ces reliques bizarres des profondeurs était devenue leur plus grande source de joie, mais il y avait aussi une règle inviolable que tous ceux qui étaient sur la mer devaient respecter. Une fois le soleil couché, le silence absolu est de rigueur. Dès que le réveil sonne, tout le monde doit immédiatement se réfugier dans la cabine. Même s'il reste de la nourriture dehors, personne n'est autorisé à remonter sur le pont. C'est parce que les monstres marins sortent toujours chasser la nuit. À ce moment-là, le père de Porter le serrait, lui et sa sœur, étroitement dans la cabine exiguë. Le monde extérieur était silencieux comme la mort. Seul le tic-tac de l'horloge résonnait faiblement, mais la jeune fille, encore trop innocente pour comprendre le danger, ne saisissait pas la gravité de la situation. Elle demanda doucement si elle pouvait tenir le petit poisson, mais avant qu'elle ait pu terminer, Porter et leur père la firent rapidement taire. La seconde suivante, un fracas assourdissant retentit. Une force massive a violemment frappé le côté de leur bateau. La bête géante tourna autour du bateau, cherchant sans cesse la source du bruit. Terrifié, Porter se couvrit rapidement la bouche, n'osant pas faire le moindre bruit. Il pria en silence, espérant que les monstres s'en aillent. Voyant à quel point Porter était tendu, son père lui chuchota pour le rassurer, « Ne t'inquiète pas. Ils sont seulement curieux à propos du bateau. Après quelques coups, ils s'en iront. » Effectivement, au bout d'un moment, le bruit à l'extérieur s'est progressivement estompé. Son père leur dit alors d'essayer de dormir un peu pendant qu'ils le pouvaient. Avant de fermer les yeux, Porter n'a pas pu s'empêcher de demander, « Papa, y avait-il beaucoup de bêtes marines terrifiantes là où tu vivais avant, aussi ?» Son père sourit et répondit, « À l'époque, il y avait même des chasseurs de harpons, des hommes qui combattaient ces bêtes pour protéger nos villages. Les chasseurs de harpons étaient les guerriers de la mer, risquant leur vie pour assurer la sécurité des autres. » Porter apprit alors que son père avait été l'un d'eux. Le tatouage sur son épaule était la marque d'un chasseur de harpons. En regardant de près, Porter remarqua 6 étranges points noirs sur le tatouage et fronça les sourcils, confus. Son père gloussa, « Ce ne sont pas des points mon fils, ce sont des étoiles. » Porter cligna des yeux, surpris. Il n'avait même jamais entendu parler d'une telle chose. Son père soupira doucement. « Chaque nuit, quand le soleil se couche, je vous emmène sous le pont, donc vous n'avez jamais vraiment vu les étoiles. Ce sont de petites lumières vives dans le ciel qui brillent même dans la nuit la plus sombre. Autrefois, les gens les utilisaient pour naviguer sur les mers et retrouver leur chemin. Elles scintillent comme d'innombrables joyaux éparpillés dans les cieux, scintillant à l'infini. » Le lendemain matin, lorsque Porter et son père sortirent sur le pont, ils constatèrent que le bateau était détruit au-delà de toute reconnaissance. De profondes marques de griffes recouvraient le pont brisé comme pour les avertir. C'était le domaine du monstre et ils n'y étaient pas les bienvenus. Leur père fronça les sourcils et dit gravement, « Il nous faudra au moins une semaine pour réparer le bateau, et je doute que nous ayons assez de pièces de rechange. » En entendant cela, Porter se porta rapidement volontaire. « Je peux aller dans les ruines et en trouver. » Son père se figea un instant, puis attrapa Porter fermement et cria, « Absolument pas. Tu ne vas nulle part où je n'ai pas vérifié en premier. Ces créatures pourraient se cacher à l'intérieur des ruines. Même pendant la journée, c'est beaucoup trop dangereux. » Il ajouta sévèrement, « Tant que ta sœur et toi n'êtes pas adultes, il vous est interdit de plonger ou d'explorer les ruines seuls. » Juste à ce moment-là, sa sœur pointa du doigt l'horizon avec enthousiasme. « Regarde, des oiseaux. Il y a des oiseaux qui volent. » Cela les a tous surpris. S'il y avait des oiseaux à proximité, cela signifiait qu'il pourrait y avoir une îlote à venir. Suivant la volée de goélands, ils aperçurent bientôt une structure massive et délabrée s'élevant de la mer. En regardant de près, ils virent des traces d'habitation humaine à l'intérieur des ruines. La découverte remplit Porter et sa sœur d'enthousiasme. Ils crièrent vers le bâtiment en espérant que quelqu'un les entendrait. Mais avant qu'ils ne puissent en dire plus, leur père tendit la main et plaqua sa main sur la bouche de Porter. Il dégaina son arme et dit d'une voix basse et ferme, « Restez ici sur le bateau. Je vais aller vérifier moi-même. Si jamais il arrive quoi que ce soit, hissez la voile et fuyez. Compris ?» Après que Porter eut hoché la tête avec détermination, son père plongea directement dans l'eau froide et sombre. Sous la surface gisaient d'innombrables vestiges de gratte-ciel. Ce qui était autrefois une ville était devenu un sanctuaire pour les poissons. Bientôt, son père émergea sur l'îlote lointaine. Il monta à terre et appela prudemment de l'intérieur du bâtiment délabré. « Allô ? Il y a quelqu'un ici ?» Mais personne ne répondit. Levant la tête,
il aperçut une échelle de bois fragile menant à l'étage supérieur. Le cœur lourd et les pas hésitants, il commença à monter. Au sommet, il y avait une vieille porte de bois pourri. Alors qu'il l'ouvrait lentement, le grincement des charnières résonna dans tout l'étage vide. Mais en ouvrant la porte, ce qu'il vit n'était que les restes séchés de squelettes humains. En regardant de plus près, il réalisa que plusieurs personnes avaient vécu là, mais qu'il ne restait plus que des os sans vie. Pendant ce temps, Porta et sa sœur se penchèrent sur le bord du bateau, regardant avec espoir vers le grand bâtiment, souhaitant que des gens amicaux y vivent encore. Après tout, cela faisait si longtemps qu'ils n'avaient vu personne d'autre. À ce moment, un bruit d'éclaboussure soudain à proximité attira l'attention de Porta. Il tourna la tête et vit une silhouette se débattre désespérément dans l'eau non loin de là. Au même moment, son père continuait de fouiller les ruines de la tour, à la recherche de quelque chose d'utile. Dans un coin poussiéreux, il tomba sur une caisse de charges explosives intacte. Il se figea, choqué. De telles armes ne pouvaient exister que dans des endroits autrefois habités par des humains. Juste au moment où il se préparait à partir, il leva les yeux et remarqua un trou massif, parfaitement rond, dans le plafond. Les bords du trou étaient anormalement lisses, comme si quelque chose l'avait percé de l'extérieur. Les barres métalliques étaient toutes pliées vers l'intérieur, comme écrasées par une force extérieure irrésistible. Quand il baissa les yeux, il vit de profondes marques de griffes gravées dans les murs, exactement comme celles qu'ils avaient trouvées sur le pont il y a quelques jours. La réalisation le frappa comme la foudre. Son expression se transforma instantanément en panique. Il sortit en trombe de la pièce, plongea dans la mer et revint en nageant frénétiquement vers le bateau en criant « Allez, nous devons partir d'ici maintenant ». Mais à ce moment précis, Porter leva une bouée de sauvetage et cria « Quelqu'un se noie là-bas ». Les yeux de son père s'écarquillèrent d'incrédulité. Dans cet océan infini, comment quelqu'un pouvait-il encore se noyer de nulle part? Porta pointa du doigt l'ombre, se débattant dans l'eau, et cria à son père « C'est par là ». Mais en y regardant de plus près, il réalisa que ce n'était pas du tout un humain. C'était quelque chose d'étrange. Voyant cela, son père cria « Ce n'est pas une personne. Nous devons partir d'ici ». Avant qu'il ne puisse finir ces mots, il plongea soudainement dans l'eau et disparut. Quelque chose sous la surface approchait rapidement. Réalisant le danger, son père tira rapidement Porta et sa sœur dans ses bras. L'instant suivant, un monstre marin massif jaillit de l'eau et mordit leur petit bateau. La créature terrifiante écrasa complètement le navire avec juste une légère torsion de ses mâchoires. Le père les tenait fermement et agrippait la poupe de toutes ses forces pour les empêcher d'être jetés à la mer. Alors que la bête se soulevait à nouveau, le petit bateau se retourna complètement. Porta faillit tomber dans le courant déchaîné, mais son père l'attrapa juste à temps. Avant qu'il ne puisse réagir, son père fut entraîné dans la mer et le bateau fut déchiré en 2 morceaux. Porter fut entraîné sous l'eau par l'immense force. Heureusement, son père le remarqua et le remonta sur une planche brisée. Mais avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, la queue du monstre, lourde comme du fer, s'abattit sur eux. Le seul coup brisa le bateau brisé en débris. L'impact formidable envoya des éclats de bois voler vers la haute île lointaine. Heureusement, ils avaient sauté dans l'eau au préalable et avaient surfé sur les vagues en toute sécurité jusqu'à l'île. Pourtant, la bête marine ne partit pas. Elle tourna autour de la haute île à la recherche de leur odeur. À ce moment, sa sœur avait perdu connaissance à cause du choc violent. Son père avait été empalé par une barre d'acier qui sortait du côté du bâtiment. Voyant la blessure, le père serra les dents et dit à Porta, « Prends ta sœur et cours. Je vais retirer la barre d'acier moi-même. » Porta n'osa pas hésiter. Luttant contre les larmes, il hissa sa sœur inconsciente sur son dos et courut vers ce qu'il espérait être la sécurité. Une fois qu'il les vit partir, le père serra la mâchoire et se libéra de la tige de métal qui avait percé son dos, le sang coulant de la blessure. Mais juste à ce moment-là, le monstre des profondeurs surgit soudainement de l'eau en s'élevant juste devant lui. La créature laissa volontiers la lumière du soleil brûler sa chair en se forçant à sortir sur la terre ferme. Le père saignait encore abondamment, à moitié lié par l'acier qui sortait de son corps. Pourtant, même dans cet état, il dégaina son arme, prêt à se battre jusqu'à la mort. Mais au lieu d'attaquer, le monstre tourna lentement la tête, son regard se déplaçant ailleurs. Au loin, Porter luttait pour porter sa sœur, le souffle rauque, cherchant dans les ruines un endroit sûr pour se cacher. Le regard étrange de la créature s'assombrit. Il avait l'air presque amusé, comme s'il jouait avec sa proie. L'instant suivant, il ignora complètement son père et se précipita droit sur Porta. Réalisant ce qui se passait, le père cria à plein poumon, « Porta, cours !» Porta se retourna et la vit, l'énorme bête rampant vers lui, les mâchoires grandes ouvertes. Au dernier moment possible, il sauta de côté dans une ouverture voisine dans le mur. Crunch! Les dents acérées de la créature fracassèrent le mur où il se tenait, bien que son corps massif ne puisse pas passer. Porta eut à peine le temps de respirer lorsque le long tentacule visqueux du monstre jaillit droit dans le trou. Il fouettait, tâtonnant à l'aveugle, frappant à quelques centimètres de son corps, mais il semblait manquer de vue, ne cherchant que par instinct. Réalisant cela, Portis calma lentement sa respiration, haletant doucement, le cœur battant dans sa poitrine. Mais soudain, le tentacule cessa de bouger. Puis il l'a frappé.
La créature pouvait entendre le son autour d'elle. Il se couvrit instantanément la bouche et celle de sa sœur. Le tentacule se tordit à nouveau vers lui, s'arrêtant juste devant son visage comme s'il savait exactement où il était. Le tentacule commença à se tordre violemment, se remodelant en une foreuse rotative. L'instant suivant, il s'encastra dans le mur à côté de Porta avec un crissement de pierre déchirée. Porta ne put retenir un cri effrayé alors qu'il serrait sa sœur et se précipitait frénétiquement dans l'espace étroit. Heureusement, il y avait un petit coin caché à proximité. Il se faufila à l'intérieur avec sa sœur, retenant son souffle pendant que la créature cherchait à l'extérieur. Juste au moment où Porta pensait qu'ils étaient en sécurité, une silhouette apparut à l'entrée. C'était son père. « Papa, vite, par ici !» Porta cria de soulagement. Mais quand la silhouette tourna la tête, un frisson parcourut l'échine de Porta. Ce n'était pas son père. C'était l'horrible déguisement du monstre des profondeurs. Porta se figea, une sueur froide lui coulant dans le dos. L'instant suivant, un tentacule visqueux jaillit, s'enroulant autour de son corps et l'extirpant du trou. Il fut soulevé haut dans les airs, suspendu, impuissant. La bête des profondeurs ouvrit ses mâchoires massives, prête à savourer sa proie. « Papa, où es-tu » Porter cria de terreur. À ce moment, un rugissement furieux résonna à travers les ruines. Son père s'était libéré de la barre d'acier et chargeait, lame à la main, tranchant net le tentacule qui liait son fils. Le membre sectionné se tordit sauvagement tandis que le monstre poussait un cri de douleur assourdissant. Son père se précipita et rattrapa Porta dans ses bras. « Espèce de monstre, ne touche pas à mon fils » rugit-il. Alors même que la bête des profondeurs se rapprochait, rugissant de rage, le père de Porta resta sur ses positions, inébranlable et résolu. Le père de Porta lui dit de se cacher dans une crevasse proche et de ne sortir sous aucun prétexte. Après que Porta se soit éloigné en rampant, son père sortit lentement l'arme qu'il portait toujours à ses côtés. L'instant suivant, il chargea droit sur la gueule béante du monstre des profondeurs. Alors que la créature se jetait sur lui, son père esquiva de justesse. Profitant de l'ouverture, il plongea son arme profondément dans la chair de la bête, lui infligeant plusieurs profondes entailles sur son épaisse peau. La créature des profondeurs rugit d'agonie, sa voix résonnant à travers les ruines comme le tonnerre. Elle leva une énorme griffe et la fit tomber sur lui, mais son père sauta juste à temps, ses mouvements rapides et précis. Profitant du mouvement, il atterrit carrément sur le dos de la créature. Tenant son arme à deux mains, il enfonça à nouveau la lame profondément dans sa colonne vertébrale. Utilisant le poids de son corps, il glissa le long de son dos, ouvrant une longue entaille sanglante. Mais avant qu'il ne puisse frapper à nouveau, le monstre enragé donna un coup de fouet avec son énorme queue, l'envoyant voler dans les airs. Son corps heurta violemment un mur proche avec un bruit sourd. Du sang coula de sa bouche alors qu'il toussait violemment, luttant pour rester debout. La bête des profondeurs ne lui laissa aucune chance de se remettre. Elle se jeta à nouveau en avant, les mâchoires grandes ouvertes au moment où la gueule monstrueuse allait se refermer sur lui. Son père attrapa un câble de grue tendu à proximité et, sans hésitation, le sectionna. Le recul de la ligne qui se brisait le lança vers le haut, évitant de justesse la morsure écrasante de la créature. Alors qu'il s'élevait dans les airs, il attrapa une poutre en bois suspendue à proximité. N'osant pas s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde, il tira sur la poutre de toutes ses forces. Et juste au moment où la bête des profondeurs rouvrait la gueule pour le dévorer, son père arracha la poutre et la planta directement dans les mâchoires de la créature. L'autre extrémité de la poutre en bois était coincée entre les dents irrégulières du monstre, bloquant ses mâchoires massives grandes ouvertes. La bête des profondeurs ne pouvait plus fermer la bouche. Saisissant l'occasion, le père de Porta empoigna fermement son arme et poignarda furieusement le visage de la créature. Il était à un cheveu de mettre fin à la vie du monstre, mais alors la poutre sous ses pieds commença à craquer sous la pression de sa morsure. Avec un bruit sec, le bois se fendit net en deux. Avant qu'il ne puisse réagir, les crocs de la bête percèrent directement son corps. Du sang coula entre ses dents tandis que le monstre des profondeurs tordait ses lèvres en un sourire cruel et moqueur. Les yeux de Porta s'écarquillèrent d'horreur, des larmes coulant sur son visage alors qu'il criait le nom de son père. Entendant le cri, l'homme blessé tourna la tête, d'innombrables souvenirs défilant devant ses yeux. Il se souvenait de toutes ces nuits passées à s'inquiéter de la sécurité de ses enfants. Il se souvenait les avoir serrés contre lui alors qu'il tremblait de peur, souriant pour les réconforter tout en cachant sa propre terreur. Il avait toujours craint de les perdre, craint de ne pas pouvoir protéger sa famille. Mais maintenant, il n'y avait plus de peur dans ses yeux, seulement de la tendresse et de la paix. Lentement, il lâcha l'arme qu'il avait suivie à travers d'innombrables tempêtes. De sa poche, il sortit l'explosif puissant qu'il avait trouvé sur l'île des gratte-ciel. Regardant vers Porta, sa voix tremblait mais était ferme. Il murmura, « Prends soin de ta sœur ». Avec le peu de force qui lui restait, il enfonça l'explosif profondément dans le corps du monstre. Boum! Une explosion assourdissante résonna dans l'air. La tête de la créature éclata en une tempête de sang et de feu. Lorsque les flammes s'estompèrent, une épaisse fumée s'éleva des restes déchiquetés de son crâne. La bête mourante poussa un dernier rugissement creux avant de sombrer sans vie dans la mer. L'onde de choc projeta Porta à travers les ruines, le fracassant contre les décombres. Allongé là,
des larmes coulaient sur son visage alors qu'il criait le nom de son père avec chaque once de souffle qui lui restait. Pendant si longtemps, Porta avait cru que la sévérité de son père était de la méfiance, mais ce n'est que maintenant qu'il comprenait que c'était de l'amour depuis le début. Tremblant, il serra fermement sa sœur inconsciente dans ses bras, des larmes tombant sur son visage. À partir de ce moment, ils n'étaient plus que tous les deux et ils trouveraient un moyen de survivre. Quand Lina se réveilla, elle sembla réaliser quelque chose et commença à pleurer, appelant son père. Elle demanda à Porta si leur père était parti pour toujours, comme leur mère. Porta ne trouva pas les mots pour la réconforter. Tout ce qu'il pouvait faire était de serrer Lena dans ses bras jusqu'à ce que ses sanglots commencent à s'estomper. Après s'être calmés, Porta et Lena fouillèrent l'île à la recherche de débris tombés de leur navire. À l'aide d'une fourchette et de quelques bâtons, Porter fabriqua un simple harpon de fortune. Mais en regardant l'immense océan devant lui, la peur monta en lui. Il craignait que le monstre des profondeurs ne soit toujours en vie. L'océan qu'il explorait autrefois tous les jours lui paraissait maintenant terrifiant et inconnu. Lena s'accrocha à son bras, le suppliant de ne pas y aller. Elle était terrifiée que le monstre ne revienne. Alors que Porto se demandait comment remplir leurs estomacs, un crabe passa lentement devant lui. Lui et Lena attrapèrent rapidement quelques crabes et en firent leur dîner pour la nuit. En regardant Lena sourire joyeusement en mangeant, Porta ressentit une chaleur fugace dans sa poitrine. Il avait faim aussi, mais il n'y avait assez de nourriture que pour Lena, alors il résolut d'en trouver davantage. Grâce à la pluie de la nuit précédente, ils avaient de l'eau potable, mais cela ne durerait même pas une journée entière. C'est alors que Porta se souvint de la méthode que son père lui avait enseignée pour rendre l'eau de mer potable. Cela impliquait d'utiliser la lumière du soleil pour évaporer l'eau de mer et de condenser la vapeur en eau douce. À l'aide de bouteilles et de morceaux de plastique jetés, Porter construisit un appareil de distillation simple. Porta but l'eau de pluie purifiée grâce à son appareil improvisé. Elle n'était pas salée du tout. Il réalisa que grâce aux compétences de survie que son père lui avait enseignées, il pourrait vraiment vivre sur cette île pendant un certain temps. Ne sachant pas combien de temps Lena et lui devraient rester ici, il décida d'explorer plus à fond l'intérieur de l'île gratte-ciel en montant l'escalier endommagé. Porter découvrit plusieurs squelettes humains éparpillés sur l'étage supérieur. En y regardant de plus près, il vit d'innombrables vers se tortiller entre les os en produisant de faibles sons nauséabonds. La vue fit hurler Lena de terreur et elle se serra contre le bras de porc. Porta devina que ce devaient être les gens qui vivaient ici autrefois, mais il ne pouvait pas imaginer ce qui les avait tous tués. Au coin d'un couloir, il trouva un lourd baril d'essence. Sous un épais rideau poussiéreux, il aperçut une caisse en bois cachée. Quand il l'ouvrit, il fut stupéfait. Elle contenait le même type de bombe que son père avait utilisé contre le monstre des profondeurs. Fixant l'explosif dans ses mains, il hésita, se demandant s'il pourrait un jour combattre un monstre comme son père l'avait fait. En regardant les squelettes gisant côte à côte, Porter réalisa qu'il devait aussi avoir été une famille autrefois. Porter ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était vraiment capable de protéger sa sœur, s'il pouvait l'empêcher de partager le même sort que ses squelettes. Alors que la nuit tombait, il alluma un feu de camp sur le toit. Les flammes vacillaient contre les murs en ruine, chassant le froid et l'obscurité. Serrant fermement sa lance, les yeux de porc se durcirent. S'il voulait survivre, il devait affronter la mer à nouveau, peur ou pas. Si cette créature revenait un jour, il la combattrait avec l'arme de son père. C'était à la fois le dernier souhait de son père et son propre vœu. Porta étudia l'arme avec attention et remarqua un petit interrupteur encastré dans la poignée. Après un moment d'hésitation, il appuya dessus. Avec un rugissement métallique soudain, la lame intérieure de l'arme s'étendit brusquement, expulsant des jets d'air comprimés de la pointe. Le recul était si fort qu'il projeta Porta vers l'avant, son corps complètement déséquilibré. Il s'écrasa directement contre le mur voisin, gémissant de douleur. Juste à ce moment-là, Lena arriva en courant avec enthousiasme, lui disant qu'elle avait trouvé quelque chose d'étrange à proximité. En la suivant jusqu'au coin, Porta remarqua une planche de bois détachée sous leurs pieds. En y regardant de plus près, il réalisa qu'elle recouvrait une entrée cachée menant sous terre. Les petits crabes qu'ils avaient attrapés plus tôt se précipitaient dans l'ouverture. Peut-être qu'il y avait quelque chose d'utile là-dessous. Porta ramassa sa lance et décida d'aller jeter un coup d'œil, mais plus il descendait, plus il faisait sombre. Il resserra sa prise sur l'arme, le malaise grandissant dans sa poitrine. Qui savait ce qui se cachait en dessous? Soudain, un énorme poisson jaillit de l'obscurité. Alors que la lumière du soleil coulait à travers le trou au-dessus, Porter réalisa que le sous-sol était inondé et grouillé de poissons. Ne perdant pas de temps, il sauta dans l'eau déterminé à en attraper quelques-uns pour se nourrir. D'un coup rapide, sa lance perça un poisson énorme d'un seul mouvement propre. Après avoir résolu leur problème d'eau, Portono constata que la nourriture ne se faisait plus rare non plus. Cette réalisation le remplit d'une confiance renouvelée. Il pouvait garder Lena en vie. Ils survivraient ici ensemble. Mais juste au moment où il était sur le point de revenir, une faible lueur de lumière scintilla au loin. Curieux, il nagea plus près et trouva une douce sphère brillante reposant sur le fond marin. En regardant à travers la coquille translucide, il se figea. Elle contenait une créature qui se tortillait. C'étaient des œufs de monstre. Avant qu'il ne puisse réagir,
l'une des sphères commença à trembler violemment, des fissures se propageant sur sa surface. Un instant plus tard, une main lisse et griffue jaillit de l'intérieur. La terreur traversa la poitrine de Porta. Il donna de grands coups de pied essayant de nager vers le haut, vers la surface, mais avant qu'il ne puisse s'échapper, quelque chose de froid et de fort s'enroula autour de sa cheville. La créature nouveau-née, déjà monstrueuse dans sa forme, ouvrit ses mâchoires béantes et se jeta sur lui. En désespoir de cause, Porta lança sa lance, la lame perçant directement l'œil du monstre. La bête hurla d'agonie, serrant son visage ensanglanté avec ses griffes. Saisissant sa chance, Porta nagea vers le haut de toutes ses forces et traversa la surface de l'eau. Il se traîna sur le rivage haletant, juste pour qu'une main griffue jaillisse de l'eau derrière lui. Le monstre grimpait sur la terre ferme, de l'eau noire dégoulinant de son corps alors qu'il rampait vers lui. Porta balança sauvagement sa lance en criant dans l'espoir de le tenir à distance, mais la créature borgne se jeta toujours en avant, les mâchoires grandes ouvertes et hurlant. Porter réagit instinctivement en se repoussant du sol et en grimpant une marche de pierre plus haute juste à temps. Il aperçut une lourde porte en bois à proximité et se précipita pour la saisir. De toutes ses forces, il traîna la porte sur l'ouverture. Il jeta son corps dessus, appuyant de tout son poids. Un instant plus tard, des crocs pointus déchirèrent le bois, manquant la poitrine de Porta de quelques centimètres seulement. La créature continua de frapper la porte en bois, la secouant violemment, essayant de faire tomber Porta. Voyant cela, Porta dégaina rapidement son arme. Il utilisa toute sa force pour la poignarder à travers l'espace dans la porte. Après un certain temps, il n'y eut plus de mouvement à l'intérieur. Il semblait que le monstre était mort. Porta déplaça ensuite de nombreuses pierres et scella complètement le trou. Après avoir terminé, il s'effondra sur les rochers, respirant bruyamment. Soudain, il se souvint que Lena n'était pas encore revenue. Il se leva rapidement et commença à chercher autour de lui. Bientôt, il vit Lena debout au bord de la mer. Porta lui cria de rester loin de la mer et de revenir, mais Lena pointa vers l'avant et dit que leur père était revenu. Porta regarda dans cette direction et vit une silhouette sombre sur l'eau. Une sueur froide perla sur lui. Il réalisa que ce n'était pas son père, mais le monstre déguisé. Lena ne savait pas et ramait dans une petite barque vers lui. Elle s'est retournée et a souri en criant « Papa est de retour ». À ce moment-là, l'horloge sur le rivage a commencé à tic-taquer. Le visage de Porta est devenu pâle. Ce son signifiait que le soleil se couchait et que le danger approchait. Pour sauver sa sœur, Porta a immédiatement sauté dans l'eau en essayant de la ramener en sécurité. Mais alors que le ciel s'assombrissait, les monstres qui se cachaient en dessous ont recommencé à surgir. Cela signifiait qu'il ne pouvait plus revenir pour le moment. Porta a traîné la petite barque de Lina et l'a aidé à atteindre un point plus élevé au loin. Pourtant, avant qu'il ne puisse remonter complètement, le monstre d'avant a percuté le bateau, le faisant chavirer. Porta et Lina étaient maintenant complètement encerclés par les créatures. L'îlot était juste devant, mais ils ne pouvaient plus l'atteindre. S'ils sautaient dans la mer maintenant, les monstres les dévoreraient instantanément. Les bêtes n'arrêtaient pas de percuter la structure en dessous d'eux, et si elle s'effondrait, ils seraient déchirés et mangés vivants. Se souvenant de la façon dont son père s'était battu pour les protéger, Porta serra les poings. Il ne pouvait pas laisser sa sœur mourir ici. Il leva son arme bien haut. Pour l'amour de son père, il devait protéger Lena coûte que coûte. D'un coup puissant, il frappa en avant, coupant le monstre le plus proche en deux. Il se figea, choqué. Il l'avait vraiment tué. Puis deux autres monstres ont bondi par derrière. Porter a réagi rapidement, s'est retourné et a balancé son arme, les repoussant sur le côté. Mais ce faisant, ils se sont écrasés sur la structure en dessous de lui. La plateforme s'est fissurée et Porter a senti le sol céder sous ses pieds. Heureusement, l'impact les a projetés sur une petite barque flottant à proximité. Entendant des bruits derrière lui, Porta s'est retourné et a vu les monstres dévorer les corps des leurs. Réalisant le danger, il a exhorté Lena à ramer aussi vite qu'elle le pouvait pour s'éloigner. Après une évasion tendue, ils ont finalement réussi à revenir à l'île haute, mais les monstres, ayant fini de manger leurs congénères, ont recommencé à nager vers eux. Porter a levé les yeux et a remarqué une échelle en bois sur le mur. Une idée lui est venue instantanément. Il a dit à Lina de monter en premier pendant qu'il restait pour abattre l'échelle. Mais peu importe la force avec laquelle il frappait, les barreaux en bois ne cassaient pas. Les monstres étaient déjà en train de grimper. Porta s'est retourné et s'est précipité vers le niveau supérieur pour trouver un autre moyen. Pendant l'évasion, l'une des griffes du monstre lui a lacéré le dos, laissant une profonde blessure. Puis, avec tout leur poids qui pesait dessus, l'échelle a finalement cassé, envoyant les monstres s'écraser au sol. Saisissant l'occasion, Porta a tiré Lina vers un endroit plus élevé, rencontrant les regards furieux du monstre d'en haut. Peu importe comment il griffait ou sautait, il ne pouvait plus les atteindre. Porta, saignant et épuisé, sentit ses forces faiblir. Il a décidé de se reposer avec Lina pendant un moment et de réfléchir à leur prochain mouvement après le lever du soleil. Mais quand il a ouvert la porte de la pièce, il s'est figé. Le monstre borgne était déjà là, à l'attendre. Le monstre a bondi sur Porta, l'épinglant au sol. Il ouvrit ses mâchoires massives en essayant de l'avaler tout entier. Porta a saisi ses dents de toutes ses forces, le retenant.
À ce moment-là, Lena a saisi une tige d'acier et l'a enfoncée dans l'autre œil de la créature. Elle tremblait de peur mais criait quand même, « Lâche mon frère, espèce de monstre !» Rugissant de douleur, la créature a relâché Porta et s'est jetée sur Lena. Mais avec les 2 yeux détruits, il ne pouvait plus voir. Il a reniflé l'air sauvagement en essayant de les localiser par l'odeur. Voyant cela, Porta a ramassé un bidon d'essence et l'a cogné bruyamment pour attirer son attention. Le monstre s'est fait avoir et a chargé vers lui. Porta a rapidement tourné le couvercle pour l'ouvrir et a lancé le bidon directement dans sa gueule. Il a roulé sur le côté, évitant de justesse la prochaine frappe. Le corps de la bête a claqué durement contre le mur éloigné. De l'essence a jailli de sa gueule, éclaboussant le sol. Porta s'est relevé en hâte et a saisi son arme. Il a frappé la poutre d'acier exposée de toutes ses forces. Des étincelles ont jailli, enflammant le carburant renversé. Les flammes ont éclaté, engloutissant le monstre alors qu'il se débattait et criait d'agonie. Porta a aidé Lena à grimper à l'échelle pour se mettre en sécurité, mais la créature en feu a accidentellement frappé la bombe empilée dans le coin. Le visage de Porta a changé. Il a crié, « Baisse-toi. Ça va exploser ». Voyant Lena toujours figée, il s'est jeté en avant et l'a serré fort. L'instant d'après, une explosion assourdissante a déchiré le bâtiment, réduisant toute la structure en gravats. Les débris tombant de l'explosion ont écrasé en morceaux de nombreux monstres en dessous. Même les œufs non éclos sous l'eau ont été détruits par l'impact. Heureusement, Porta avait sauté avec Lena auparavant. L'onde de choc les a juste projetés dans l'eau. Refaisant surface, Porta a expiré de soulagement. Les œufs avaient enfin disparu, mais l'îlot était maintenant complètement submergé et il n'avait aucune idée de quoi faire ensuite. Soudain, un monstre survivant s'est agrippé au pont flottant derrière lui. Peu de temps après, d'autres ont encerclé les frères et sœurs de toutes parts. Portis a balancé son arme désespérément en essayant de les repousser, mais l'une des abeilles a craché sur son arme. Peu importe la force avec laquelle il tirait, il ne pouvait pas la libérer des mâchoires du monstre. Sans issue, versa une Lena protégée derrière lui et cria, « Restez à l'écart, espèce de monstre !» Il a crié à plein poumon, « Je ne veux pas mourir. Je veux vivre !» À ce moment-là, la créature en dessous de lui a été frappée par une explosion mystérieuse et soudaine. Porta se tourna vers la direction de l'attaque. Au loin, il vit une femme vêtue d'une armure, armée et debout sur les vagues. Il se figea, incrédule. C'était le premier être humain vivant qu'il voyait à part sa famille. L'attention du monstre s'est immédiatement portée sur elle. Avec des rugissements furieux, ils ont commencé à charger dans sa direction. La femme est restée calme et posée. Elle leva son arme en lançant un barrage de harpons qui déchira les sèmes. Puis elle monta sur une planche flottante, dégaina sa longue lame et se précipita sur les vagues. Peu de temps après, la femme entra dans le champ de vision des monstres restants. Avec un éclair de ses lames jumelles, elle trancha instantanément la tête de la créature la plus proche. Puis elle sauta en l'air en effectuant une spirale complète à 360 degrés. À cet instant, le monstre qui l'entourait éclata en un nuage de sang et tomba dans la mer. Porta resta figé, complètement abasourdi. Quelqu'un pouvait tuer ces terrifiantes bêtes marines si facilement. Après avoir terminé le combat, la femme traversa les corps et s'approcha de lui. Porta et Lena retinrent tous les deux leur souffle, ne sachant pas si l'étrangère était une amie ou un ennemi. Elle les avait sauvés plus tôt, elle devrait donc être une alliée. Mais son explosion de harpon avait été si puissante qu'une petite erreur aurait pu les tuer aussi. La femme s'arrêta devant eux et dit calmement, « Vous avez de la chance de croiser un chasseur de harpons ici. » En entendant cela, Porta se souvint soudain des histoires que son père lui racontait autrefois. Des chasseurs, des guerriers qui combattaient les monstres marins pour protéger l'humanité. Elle s'est présentée. « Je m'appelle Kana, chasseuse de harpons de l'Alliance Fumitsu. » Porta ne s'était pas encore remis de son choc quand un grondement profond résonna depuis l'horizon. Une île massive commença à émerger de la mer couverte de brume. Quand un vaisseau massif s'approcha de Porta, il réalisa finalement que c'était un navire aussi grand qu'une île et qu'il y avait beaucoup d'humains debout dessus qui regardaient la scène. C'était la première fois que Porta voyait autant de gens. Voyant cela, il serra Lena dans ses bras, se sentant ému qu'ils aient enfin rencontré d'autres humains. L'instant suivant, les projecteurs du navire s'allumèrent. Ils ont envoyé des gens pour fouiller soigneusement les cadavres des monstres environnants. Kana, comme un commandant, ordonna aux autres de chercher attentivement. Puis elle baissa la tête et parla dans son oreillette. « Dr Boyd, quelle est la situation ? Quoi d'autre ? Vous les avez tous anéantis complètement morts. Mais sérieusement, ne pouviez-vous pas au moins m'en laisser un vivant ? À cela, un homme à ses côtés, « Docteur, comment Kana pourrait-elle laisser un monstre marin en vie ? Ces pauvres créatures sont vraiment malchanceuses. Le chasseur qu'ils ont rencontré devait être Kana. Si tous ces œufs avaient éclos, cela aurait été un vrai problème. Était-ce vous qui les avez brisés ? » Mais Kana secoua seulement la tête et donna une réponse négative. L'homme à côté d'elle soupira en disant que c'était la première fois qu'il voyait une bête des profondeurs aussi laide. À ce moment-là, le docteur en bas rapporta, « Nous avons trouvé Quintri. » Quintri ? Serait-ce l'un des 7 démons des profondeurs connus sous le nom de diable de mer ? Oui. Ce doit être le corps de Quintri. C'est encore plus grand que ce que disaient les rumeurs. Est-ce qu'une personne l'a tué ? Mais encore une fois,
Kana le nia et dit, ce n'était pas moi non plus. Puis, perplexe, Kana tourna la tête et vit une arme gisant sur le corps du monstre tué. Kana n'a pas pu s'empêcher de se perdre dans ses souvenirs car cet homme lui avait autrefois sauvé la vie. Au même moment, Porta a commencé le processus d'enregistrement d'embarquement. À partir de ce jour, les frères et sœurs n'eurent plus à vivre dans la peur. Quand Porter apprit de l'administrateur que tous ces gens étaient des chasseurs de harpons, ses yeux s'illuminèrent immédiatement d'excitation car il savait que son père avait aussi été un chasseur de harpons. Voyant le même emblème sur le bras de chacun, Porter réalisa que son père ne lui avait jamais menti. Remarquant à quel point il était absorbé, l'administrateur soupira doucement. Kona, celle qui vous a sauvés tous les deux est un cas spécial même parmi les chasseurs de harpons. C'est une chasseuse 3 étoiles. Voyant le regard perplexe de Porta, l'administrateur expliqua davantage. C'est une tradition pour un chasseur de se faire tatouer une étoile pour chaque 100 bêtes marines qu'il a tuées. Beaucoup sont dévorés avant de gagner leur prochaine étoile. Alors atteindre 3 étoiles est déjà une énorme réussite. En entendant cela, Porta laissa échapper, alors 6 étoiles signifierait plus de 600 tués. L'administrateur éclata de rire. Ne soyez pas ridicule. Dans l'alliance de Busan, 4 étoiles est déjà le record. Si quelqu'un atteignait 6 étoiles, cette personne serait une légende vivante. Après ce bref échange, l'administrateur fit signe aux deux de monter à bord du navire. Cependant, Kana prit l'épée du bourreau avec elle. Voyant cette scène, Porta se sentit curieux mais ne dit rien. Et ainsi les deux petits arrivèrent sains et saufs au refuge. Cependant, voyant leur état, l'administrateur ne put s'empêcher de ressentir de la pitié. Après tout, marcher pieds nus ici était extrêmement dangereux. Il décida donc de les emmener au marché pour acheter des vêtements décents. En chemin, Porto fut émerveillé. Les gens ici récupéraient des reliques de la mer et soudaient de la ferraille en bêtes mécaniques géantes. Finalement, après une demi-heure de marche, ils arrivèrent au marché. L'endroit était aussi animé qu'une métropole moderne, remplie de toutes sortes de nourriture, du nord au sud. Ils avaient même du poisson salé ex à vendre. La vue de ces nouvelles choses remplissait les deux enfants d'excitation. Bientôt, ils arrivèrent à un étal de chaussures, mais même dans ce monde post-apocalyptique, il fallait encore payer pour ce qu'on achetait. Quand le vendeur réalisa que ses acheteurs n'étaient que deux pauvres enfants, son visage se tourna instantanément au vinaigre. Mais l'administrateur dit qu'il avait quelque chose à échanger. Après avoir fouillé dans ses affaires, Porta sortit une montre de poche. Malheureusement, le vendeur n'en avait pas besoin. Voyant cela, Porta ne sut plus quoi faire. Pourtant, l'expression du vendeur changea soudainement pour la surprise. « Est-ce ce whisky légendaire dans ta main ?» Il fit semblant d'être généreux, disant qu'il échangerait 2 paires de chaussures contre ça. En entendant cela, le visage de Porta s'illumina immédiatement de joie, mais l'administrateur l'arrêta sévèrement. 2 paires de chaussures minables pour du whisky? Tu as perdu la tête? Dès qu'il eut dit cela, l'administrateur cria fort vers la foule. Quand la foule entendit le mot whisky, l'endroit éclata instantanément dans le chaos. Après avoir confirmé plusieurs fois qu'il s'agissait bien de la liqueur légendaire, une vente aux enchères spontanée éclata parmi eux. Au final, Porter devint soudainement riche et revint avec une cargaison de provisions. Sur le chemin du retour, Rita n'arrêtait pas de marmonner que tout le monde semblait si gentil de donner autant pour une simple bouteille de whisky. Si j'avais su, on n'aurait pas dû jeter le reste à la mer. On aurait dû le garder, marmonna-t-elle doucement. Bientôt, sous la direction de l'administrateur, les deux enfants arrivèrent à leur nouvelle maison. Ce qui les attendait, c'étaient des lits cassés et d'épaisses couches de toile d'araignée ainsi qu'une ancienne araignée noire. Même l'administrateur ne put s'empêcher de ressentir un pincement de pitié, mais les deux petits étaient au contraire ravis. Ils ne se souvenaient même plus de la dernière fois qu'ils avaient vu un vrai lit, même si celui-ci était terrible. Après des jours d'épuisement, les deux enfants étaient complètement lessivés. Rita s'endormit rapidement, mais Porta ne pouvait pas s'endormir, accablé par le lourd fardeau qu'il portait en lui. Au même moment, l'opération de récupération du seigneur abyssal avait atteint sa phase finale. Quand le docteur vit cet énorme corps, son expression se tordit d'excitation. Il pouvait à peine se contenir, impatient de commencer la dissection. Alors que l'attention de tous était focalisée sur la bête des profondeurs, Kana se glissa dans un endroit isolé. « Chose, comment ça va? As-tu les résultats? C'est authentique, la vraie épée du bourreau. » En entendant cela, Kana resta silencieuse pendant un long moment avant de parler doucement. « Si c'est vrai, cet endroit sera bientôt trempé de sang. Ces deux enfants ne doivent pas rester ici. Après tout, ce sont les enfants de Martian, le légendaire chasseur de harpons 6 étoiles. L'alliance de Busan ne leur permettra jamais de vivre. » De retour dans sa chambre, Kana ressentit un pincement au cœur. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Martian s'était battu si désespérément. Était-ce vraiment pour protéger sa famille? Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, elle regarda vers la sphère de cristal à côté d'elle et ses souvenirs remontèrent à des décennies. À l'époque, sa famille était des vagabonds à la dérive sur la mer sans fin. Ils survivaient en récupérant tous les débris qu'ils pouvaient trouver dans les eaux. Cette sphère de cristal avait été le tout premier cadeau de son père. Ces jours simples et paisibles durèrent assez longtemps, mais un jour,
cette créature apparut et transforma tout en cauchemar. Même dans l'Apocalypse, il n'y avait aucun moyen d'échapper au destin de travailler. Dans l'Alliance de Busan, même si vous portiez encore des couches, vous deviez travailler, sinon, vous mourriez de faim et finiriez en nourriture pour poissons. Il n'y avait pas beaucoup de gens gentils ici. Que vous viviez ou mouriez n'avait rien à voir avec eux. Por comprenait bien que vivre de rien ne durerait pas longtemps. Alors il commença à chercher du travail tôt. Malheureusement, l'utilisation d'une excavatrice nécessitait une licence de niveau vert et le transport de ciment nécessitait un certificat de réussite de niveau 8. Évidemment, il n'avait aucune de ces compétences et même s'il avait la force, personne ne croirait qu'un enfant de 3 ans pourrait le faire. Alors Por décida de chercher d'autres types de travail. En chemin, il rencontra plusieurs personnes mais rien ne fonctionna. Juste au moment où il était au plus bas, une vieille mendiante assise dans le coin attira son attention. La vieille dame avait l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours, son visage était enfoncé et frêle. Bien que la propre vie de Porte soit misérable, il ne pouvait pas supporter de voir les autres souffrir. Après avoir fouillé dans sa poche, il sortit 2 pièces. « Grand-maman, c'est tout ce que j'ai pour le moment. S'il vous plaît, prenez-le. Une fois que j'aurai trouvé un emploi, je vous en apporterai plus. Quel garçon gentil tu es. » Dès qu'elle eut dit cela, la vieille femme fouilla dans sa poche et sortit des graines. Ce sont des fleurs d'espoir. Elles représentent de nouveaux départs. Au moment où il entendit le mot espoir, l'esprit de Porty fut instantanément remonté. À midi, toute la matinée était passée et il retourna au dortoir les mains vides. Après avoir fouillé, il réalisa qu'en une semaine à peine, la moitié de son argent avait disparu. Se souvenant de ce que l'administrateur avait dit, que s'il ne pouvait pas payer le loyer, il serait expulsé, il versa de côté, impuissant. À ce rythme, il ne pourrait s'offrir qu'un seul poisson grillé par jour. En entendant cela, l'humeur de Rita s'effondra complètement. Elle suggéra immédiatement de demander de l'aide à l'administrateur. Juste au moment où elle disait cela, la porte s'ouvrit soudainement. « Porze, as-tu trouvé un emploi ?» Après avoir appris que chaque emploi l'avait rejeté, l'administrateur décida d'utiliser ses brillantes relations. « Porze, celui-ci est un peu dangereux. Prêt pour ça ?» L'administrateur emmena donc Por au niveau le plus bas, la salle d'entretien des tuyaux. Il regarda l'administrateur faire de son mieux pour le vendre au contremaître. Le superviseur se frotta les tempes. « Tu te moques de moi ? Le type fort et expérimenté dont tu parlais, c'est ce gamin ? Tu plaisantes ? Mon ami, tu n'as pas confiance en moi ? Regarde la carrure de ce gamin, bâti comme un étalon. Tu n'en trouveras pas un autre comme lui, même avec une lanterne. Et regarde ses bras. Ce gamin est né pour être un ouvrier de la tuyauterie. » Après de nombreuses persuasions, le contremaître accepta finalement de donner une chance à Por. Avant de partir, l'administrateur lui rappela, « Ici, le plus important, c'est l'argent. Tu dois travailler dur. L'Alliance de Busan protège peut-être les gens des monstres marins, mais elle ne te protégera pas de la pauvreté ou de la maladie. Souviens-toi de ça. » Les mots de l'administrateur plongèrent Por dans de profondes réflexions. « Et, Brad, à quoi tu penses ? Au travail. » Bien que maladroit et inexpérimenté, Por essayait toujours de faire chaque tâche avec soin. C'était un monde autrefois frappé par Mercure. La vaste vague d'eau avait englouti tous les continents. Pour survivre, les gens ont commencé à relier les navires les uns aux autres. Avec le temps, cela a formé ce que l'on appelle maintenant l'Alliance de Busan. Leurs navires existaient depuis 70 000 ans, et la plupart des tuyaux devaient être réparés depuis longtemps. Et c'est ainsi que Por s'est attiré de gros ennuis dès son premier jour de travail. En regardant le niveau de l'eau monter sous ses pieds, un mauvais pressentiment commença à envahir sa poitrine. Avant même qu'il puisse réagir, une explosion retentit derrière lui. Mince. C'est un refoulement. L'un des ouvriers de la tuyauterie cria, « Si nous ne le réparons pas tout de suite, tout le monde sur ce navire finira en nourriture pour requins. » Le contremaître, voyant la scène, fut pris de sueur froide et ordonna rapidement à ses hommes de réagir, mais ils lui dirent qu'il s'agissait du tuyau de drainage numéro 3. Ce tuyau se trouvait dans la partie la plus profonde du navire, à au moins 30 minutes, et l'entrée était si étroite que personne ne pouvait porter d'équipement de plongée. Même les hommes légèrement plus grands ne pouvaient pas entrer. Alors que tout le monde était perplexe, Por attrapa une lampe de poche. Étant membre de l'équipage, il sentait qu'il était de son devoir d'agir. Sans un mot et ignorant leurs protestations, il s'éloigna. Sous les regards stupéfaits de toutes les personnes présentes, Porta rampa à l'intérieur de l'étroit tuyau. Pendant ce temps, un groupe d'invités non invités arrivait chez Porta. Rita entendit frapper à la porte. Elle pensa que c'était son frère qui revenait, mais à sa grande surprise, c'était un groupe d'hommes costauds. L'un d'eux dit, « Eh bien, bonjour petite fille. Tu dois être Rita. Tu ressembles tellement à ta mère. » En les entendant mentionner sa mère, Rita pensa pendant un instant qu'ils étaient amicaux. Mais en vérité, leur but était de tuer les frères et sœurs. Pourtant, Portio n'en savait rien car à présent, il était déjà entré dans les tuyaux intérieurs du navire. À l'intérieur du tuyau, Por rencontra un sérieux problème. Le nombre d'entrées était accablant et il ne pouvait pas dire laquelle était bloquée. Il chercha longtemps mais ne trouva toujours pas l'endroit exact. Pendant ce temps, les ouvriers au-dessus paniquaient,
mais leur grande taille les empêchait de l'aider. Ils savaient tous que s'ils se perdaient là-dedans, ce serait une mort certaine. Réfléchissant rapidement, le contremaître ordonna à l'équipage de frapper sur le tuyau numéro 3 à plusieurs reprises. Ouda sembla sentir quelque chose. Il réalisa qu'un seul tuyau vibrait. Il devait s'agir des anciens ouvriers qui le guidaient vers le blocage. Suivant leur coup rythmique, il atteignit finalement le bon endroit. Après une série de manœuvres rapides, il réussit à dégager les débris obstrués, mais ensuite la soudaine montée d'eau le fit paniquer. Au milieu du chaos, une chaussure en cuir de la marque Arbin le frappa en plein visage. L'impact lui fit perdre une énorme gorgée d'oxygène. Et dans les conditions des profondeurs marines, c'était tout simplement fatal. Une fois les débris enlevés, l'eau à l'intérieur du navire s'écoula rapidement. Tout le monde au-dessus éclata de joie, le couvrant d'éloges. Quel gamin résistant. Il l'a vraiment fait. Mais le temps passait, et Port n'était toujours pas remonté à la surface. Le visage du contremaître devint pâle. « Depuis combien de temps » demanda-t-il. L'équipage répondit en panique. Le nombre était de 8 minutes. Seconde après seconde, le compte grimpa jusqu'à atteindre un nombre terrifiant, 24 minutes. Les ouvriers exhortèrent le contremaître à perdre espoir. Personne ne pouvait retenir sa respiration aussi longtemps et survivre, mais le contremaître ne pouvait pas l'accepter car ce gamin l'avait fait pour eux. Alors que tout le monde sombrait dans le désespoir, la surface de l'eau commença à onduler. La seconde suivante, Port surgit des profondeurs. La vue fit tomber la mâchoire de tout le monde d'incrédulité. Les titans des profondeurs marines comme les baleines pouvaient retenir leur respiration pendant 15 minutes, les grands requins blancs pendant 20 minutes, mais aucune de ces créatures marines naturelles ne pouvait égaler ce que Port venait de faire. Rester sous l'eau pendant 30 minutes sans respirer a battu le record mondial Forbes et lui a valu le titre d'égoutier à part entière. Ayant trouvé un vrai travail, Porda a acheté une pile de nourriture, prévoyant de surprendre Rita à son retour à la maison. Mais quand il a vu son regard vide, il a pensé qu'elle était peut-être malade. Il l'a appelée plusieurs fois, mais elle n'a toujours pas répondu. Après une demi-minute de silence, la petite fille a soudainement crié « Frère, cours, quelle plaie !» Avoir une sœur comme ça me donne envie de la gifler 8 fois par jour, a marmonné le pauvre. La prochaine fois que tu me dis de courir, au moins crie plus vite. Incroyable. Comme prévu, il a été facilement attrapé. Laisse tomber, ricana l'homme. J'ai entendu dire que ton père était mort en combattant les bêtes des profondeurs. Quel dommage. Je voulais vraiment le tuer moi-même. Porte s'est figé, complètement confus par ce qui se passait. Ton père était un traître à l'alliance de Busan. Bienvenue à la maison, enfant du péché. Les paroles du chef étaient à peine terminées qu'il a donné un coup de pied violent à Port, l'envoyant voler. Après cela, l'homme a lentement enlevé ses gants. Ce qui est apparu devant eux était un bras mécanique. Regarde ce que ton vieux a fait. Je le cherche depuis 10 ans. Quelqu'un doit payer le prix. Blâmez votre père. Sur ce, l'énorme main de l'homme s'est refermée, prête à écraser le crâne de Porte. Mais la seconde suivante, des alarmes ont retenti sur tout le navire. Tous les chasseurs de harpons, retournez à vos postes de combat. Urgence, tout le personnel retourne immédiatement à son poste. L'équipe d'exploration a été soudainement attaquée par la plus massive des bêtes des profondeurs de l'histoire. D'innombrables monstres ont déferlé vers le navire en quelques secondes. Chacun d'eux s'est battu sans craindre la mort, dispersant la formation humaine presque instantanément. Même hors de l'eau, leur puissance de combat restait féroce. L'invasion s'est propagée à un rythme alarmant. En quelques minutes, ils avaient percé la coque intérieure. Dans un fracas retentissant, un mur d'acier d'1 mètre d'épaisseur s'est ouvert, laissant un trou béant. Une paire d'yeux, chacun de la taille d'un ballon de foot, lançait un regard menaçant aux humains. Ceux qui allaient suivre n'avaient guère besoin d'explications. La bête des profondeurs a commencé son massacre. Porte et sa sœur ont échappé de justesse au chaos, bien que la porte soit désormais fermement verrouillée. Après la brève frayeur, Porte a immédiatement commencé à chercher une issue. L'homme de tout a leur dégagé un sentiment dangereusement troublant. Pendant ce temps, la nouvelle de l'attaque de l'équipe d'exploration a atteint la première escouade de chasseurs de harpons. Les personnes qui se tenaient devant eux étaient l'élite de l'élite. À en juger par leurs expressions calmes, ce genre de situation n'avait rien de nouveau. Pour eux, les monstres n'étaient qu'une autre nuisance quotidienne. Les chasseurs de harpons étaient connus comme les gardiens de l'océan. Partout où ils apparaissaient, aucune abeille des profondeurs ne survivait. Sous le commandement de Kana, l'escouade a foncé comme des tigres déchaînés. Chacun d'eux était absurdement fort en combat solo. Chaque fois qu'ils tuaient une bête des profondeurs, ils annonçaient nonchalamment le nombre, comme si toute l'attaque n'était qu'un jeu. Voyant l'arrivée des renforts, l'équipe d'exploration a finalement poussé un soupir de soulagement. Après tout, il s'agissait ni plus ni moins de la plus forte équipe de chasseurs de harpons, l'équipe de Connors. Mais avant même qu'ils ne puissent célébrer, quelque chose d'inattendu s'est produit. À un moment donné, une épaisse couche de slime étrange était apparue sur le pont. Les chasseurs de harpons vétérans ont instantanément compris le plan de l'ennemi. Les bêtes des profondeurs essayaient de recouvrir tout le navire de slime. Voyant cela, Deng Luan a immédiatement crié à tout le monde de rester en alerte. Mais avant qu'il ne puisse terminer, un homme chauve s'est fait prendre dans la masse collante.
Regardant la bête des profondeurs juste devant lui, le chauve avait déjà pensé au nom qu'il utiliserait dans sa prochaine vie. Heureusement, le destin n'était pas complètement cruel. Connor est arrivé juste à temps. Face à ce qui semblait être une défense impénétrable, elle a déclenché le coup de fouet de Thomas. D'un seul coup propre, elle glisse à travers les monstres comme s'ils n'étaient que des poissons poubelles. Je vais attirer les bêtes des profondeurs. Occupez-vous de l'évacuation, a ordonné d'Anglais. À peine avait-elle parlé que Kana avait sorti un flacon de liquide, l'un des sérums d'attraction spéciaux du docteur. Au moment où le verre s'est brisé, les bêtes des profondeurs se sont déchaînées. Ils se sont tordus violemment, se libérant des couches de slime. Saisissant le moment idéal, Connu s'est enfui à grande vitesse. Pendant ce temps, Por et sa sœur avaient leur propre chaos pour éviter de finir en enfer avec leur vieil homme pervers. Ils ont rampé dans l'air en se baissant pour s'échapper. La hauteur a presque fait sortir l'âme du corps de Rita. Après avoir atterri en toute sécurité, les frères et sœurs ont rapidement été attirés par l'agitation à l'extérieur. En se rapprochant, ils ont vu qu'il s'agissait ni plus ni moins de Kana, la femme qui leur avait sauvé la vie autrefois. Regardant leur sauveur être poursuivi par un essaim de bêtes des profondeurs, le pauvre s'est dit, elle ne va pas s'en sortir vivante. Mais cette inquiétude était inutile. Cette femme était la Harbin en chaussures de cuir, celle qui était la plus susceptible d'atteindre le légendaire rang de 6 étoiles. Avec un cri aigu de feu, plusieurs canons le long de la coque du navire se sont ouverts, libérant des torrents de flammes rugissantes. Les bêtes des profondeurs ont hurlé d'agonie avant de s'effondrer en tas d'os calcinés. Les spectateurs ont été stupéfaits par le silence. Ils se demandaient tous, alors, c'est ça, Kana, la chasseuse au harpon 3 étoiles? Pourtant, la femme responsable du massacre ne montrait pas la moindre émotion. Danglin a simplement souri et marmonné à voix basse. Quelle femme sans cœur. Une fois le choc passé, les villageois ont commencé à scander le nom de Kana. Leurs acclamations résonnaient sur la mer comme un chœur d'adoration. Kana leva lentement son arme comme une déesse reconnaissant les prières des mortels. Pendant ce temps, ces deux enfants étaient des fugitifs recherchés dans ce monde post-apocalyptique. Il y a des années, leur père avait cassé le bras d'un officier syndical en sauvant Connor. Cette rancune a persisté depuis et maintenant que leur père est mort, l'officier a finalement fait son geste. Heureusement, Connor était arrivé juste à temps pour sauver à nouveau les frères et sœurs. Finalement, sous la couverture de leurs coéquipiers, ils se sont échappés avec leur vie et sont finalement arrivés dans un refuge à Plaisez. Des années ont passé en un clin d'œil et Porta est devenu un jeune homme. Sous la tutelle de Kana, il est devenu un guerrier. Aujourd'hui, comme d'habitude, il a participé au test de profondeur de plongée. Après tant d'entraînement, il pouvait maintenant retenir sa respiration pendant 6 heures. Alors que d'autres en équipement ne pouvaient pas plonger à 100 mètres, Porta pouvait atteindre la profondeur terrifiante de 300 mètres. Pour éviter d'attirer trop d'attention, il a choisi un endroit au hasard pour explorer. La première chose qu'il a faite a été de retirer la plaque de la porte parce que le marqueur prouvait la profondeur de plongée et représentait généralement un honneur. À ce moment-là, un saumon est passé. Son dîner était en vue. Il s'en est approché comme un chien reniflant une odeur au moment où il était sur le point de frapper. Une créature a soudainement surgi d'un tuyau à proximité. Son instinct lui a dit qu'il ne fallait pas plaisanter avec ceux qui étaient derrière lui. Il a immédiatement reconnu la créature. C'était le soi-disant roi du venin marin, un serpent de mer très venimeux. Mais le serpent ne montrait aucun intérêt pour Porta. Au lieu de cela, il a mordu dans son dîner. En voyant ses dents acérées, Porta savait qu'une seule morsure signifierait probablement la fin. Pourtant, affronter un adversaire aussi redoutable n'a fait qu'attiser son esprit de compétition. Rencontrant ce regard provocateur, le serpent venimeux ne pouvait plus rester immobile. Il a ouvert ses mâchoires de la taille d'un bassin et s'est jeté sur lui. À présent, Porta était sous l'eau depuis plus d'1 heure. L'examinateur sur le rivage s'est inquiété en pensant que ce gamin était probablement parti pour de bon. Mais dans la seconde suivante, Porta a jailli de l'eau. Le voyant avec un énorme serpent de mer venimeux en travers du dos, tout le monde était abasourdi. Beaucoup ont commencé à le féliciter d'avoir abattu une créature aussi dangereuse. Porta n'a pas pu s'empêcher de se sentir un peu suffisant. Ne sois pas prétentieux. Ce n'est qu'un test de plongée, pas un examen de chasse. Montre-moi ta plaque de profondeur. Tu ferais mieux de ne pas paniquer. J'ai atteint 301. Au moment où il a dit cela, son sourire s'est figé. Il s'est soudainement souvenu qu'il avait oublié de prendre la plaque de profondeur en combattant le serpent. Avant que l'un d'eux ne puisse dire un autre mot, une forte agitation a résonné au loin. Quelqu'un avait découvert une grande relique. L'examinateur s'est immédiatement désintéressé de Porta. Après tout, de telles trouvailles étaient des opportunités uniques dans une vie, des trésors parmi les trésors. Ce sont des caisses de ravitaillement que l'humanité avait fabriquées avant que la Terre ne soit submergée contenant des médicaments, des vêtements et des articles essentiels. Ce sont des boîtes aveugles laissées par les ancêtres de l'humanité, chacune contenant des fournitures de différents niveaux cachées profondément dans les ruines sous-marines directement sous l'abri. Les villageois ont regardé Gus revenir avec des piles de trésors, gagnant les éloges du chef et une belle récompense. Inspirés, ils se sont tous préparés à s'aventurer dans la mer profonde pour leur propre fortune, ignorant qu'ils entraient dans un piège mortel.
À en juger par l'expression sinistre du chef, il avait clairement ses propres secrets. Les plongeurs ont rapidement localisé le site des reliques. Voyant la pièce bien rangée, les deux ont réalisé qu'ils étaient les premiers là-bas, mais il ne semblait pas y avoir quoi que ce soit de précieux. Rien comparé à ce que Gus avait trouvé auparavant. Après avoir fouillé l'endroit, ils ont finalement décidé de prendre une machine à laver. Pourtant, avant qu'ils ne puissent la déplacer, une tige d'acier a jailli de l'obscurité empalant instantanément l'un d'eux. Lorsque le survivant a vu le visage de l'attaquant, Mabago s'est figé, osant à peine respirer. La silhouette était un autre plongeur, mais son masque à oxygène était brisé et aucun humain normal ne pouvait encore être vivant ici. Le bruit du métal frappant le métal a résonné dans l'eau jusqu'à ce que les deux hommes s'effondrent dans des flaques de sang. La mystérieuse silhouette a traîné leur corps dans l'obscurité et le fond de l'océan autrefois calme est devenu étrangement silencieux. À l'aube du jour suivant, Porta a été appelé pour s'entraîner, mais son attention a rapidement été attirée par une foule bruyante à proximité. Quand Porta s'est approché, il a failli vomir son dîner de la veille. Les villageois chuchotaient entre eux, est-ce vraiment une bête des profondeurs? On dirait une jambe humaine. Clairement, ils pensaient que la créature avait mangé quelqu'un. Ils ont décidé de couper la chose en morceaux et de la rejeter dans l'océan. Mais au moment où l'un des hommes l'a frappé avec son harpon, la créature s'est soudainement agitée et a commencé à se tordre violemment. Tout le monde a paniqué et s'est enfui. Seul le chef du village est resté immobile, sans expression. Il a ramassé le harpon, les yeux froids et perçants, et a poignardé plusieurs fois dans un mouvement délibéré et glaçant. La créature a finalement cessé de bouger. Porta s'est avancé et a demandé, était-ce vraiment une bête des profondeurs? Mais le chef l'a catégoriquement nié. Il n'y a pas de bête des profondeurs dans ce village, seulement des poissons morts à l'apparence étrange. Sous le ton calme et manipulateur du chef, les villageois ont à contre-cœur abandonné l'affaire. Cependant, le jour suivant, un autre incident étrange s'est produit. En étendant le linge, Rita a soudainement senti un froid lui parcourir le dos. Elle s'est retournée et a vu un plongeur debout. L'homme s'est lentement approché d'elle. L'homme a arraché son casque et le sang qui coulait du coin de sa bouche disait tout. Il était en train de mourir. Quand Rita a vu de qui il s'agissait, oncle Mori, elle s'est précipitée pour le soutenir. Voyant à quel point il était blessé, elle s'est immédiatement tournée vers Ron pour obtenir de l'aide. Mais avant qu'elle ne puisse faire plus de quelques pas, Mori lui a saisi fermement le bras. Rita, Ron. Ne restez pas ici. Il y a des bêtes des profondeurs là-bas, des centaines. Pendant ce temps, le village était rempli de rires et de voix joyeuses, complètement en décalage avec l'horreur qui se cachait sous les vagues. Au moment où Porta a appris la nouvelle, il a emmené sa sœur directement chez le chef du village. Mais le chef a refusé de fermer le port, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas du tout de bêtes des profondeurs. Il a affirmé qu'il y a des années, certains plongeurs avaient répandu de fausses rumeurs juste pour garder les trésors pour eux-mêmes. Il a même ajouté que l'année dernière, certains d'entre eux s'étaient entretués pour le butin. En entendant cela, les villageois ont commencé à hésiter. Si le port était scellé, aucun chercheur de trésors ne pourrait survivre. Pourtant, les prochains mots de Porta ont jeté tout le monde dans la confusion une fois de plus. Un mourant mentirait-il? Pensez-vous qu'oncle Mori a risqué sa vie juste pour nous tromper? Alors que la dispute faisait rage, 3 étrangers ont fait irruption par la porte en se portant volontaires pour plonger et voir par eux-mêmes. Ils se sont présentés comme Joko, Sonia et puis Gontaï, des chasseurs de harpons de la ville de Baladin. À leurs mots, la foule a halté de choc. Porta se tourna vers eux et remarqua quelque chose d'étrange. Leurs épaules ne portaient aucune marque de bataille. Aucune marque ne signifiait qu'ils n'avaient jamais combattu dans une vraie chasse auparavant. Après une brève réflexion, Porter a décidé de se joindre à leur expédition. Impressionné par son courage, Sonia s'avança et déposa un rapide baiser sur sa joue. Kana et Rita se sont complètement figées, stupéfaites par ce qu'elles ont vu. Le lendemain matin, le groupe est parti entièrement équipé à bord du sous-marin ensemble. C'est alors que sa sœur a tranquillement demandé à Kana, « Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Et s'il y a vraiment des bêtes des profondeurs ?» Kana a répondu calmement parce que c'est une épreuve qu'il doit affronter pour devenir plus fort. L'équipe s'est aventurée profondément dans les ruines, chacun d'eux étant motivé par sa propre raison de venir. Mais peu de temps après, des débris tombés ont bloqué le chemin du sous-marin. N'ayant pas le choix, ils ont enfilé leur combinaison de plongée et ont continué leur exploration à pied. Pour se déplacer plus rapidement, ils ont décidé de se séparer en binôme et ont convenu de se regrouper dans 30 minutes. Alors qu'ils descendaient plus loin, les couloirs noirs d'encre ont fait battre le cœur de Porta. À tout moment, quelque chose pouvait bondir de l'obscurité. Sonia a essayé d'apaiser la tension en entamant une conversation. Soudain, Porta l'a arrêté. Il a entendu le faible bruit d'eau qui goutte devant. Ignorant l'appel de Sonia, il s'est dirigé directement vers le son. En le suivant, les deux ont rapidement découvert une chambre cachée. Pour voir plus clairement, ils ont fait surface à travers l'eau ensemble. Ce qu'ils ont vu les a complètement stupéfiés. L'espace massif au-dessus avait de l'air frais, et sous leurs pieds se trouvaient des piles et des piles d'ossements humains. Alors qu'ils restaient figés, une silhouette sombre a lentement émergé de la montagne de crâne. Tous les deux ont levé leurs armes prêts à se battre, mais alors que la silhouette se rapprochait,
ils ont réalisé que c'était un survivant. La seconde suivante, l'homme s'est effondré au sol. Ils se sont précipités pour l'aider à se relever, mais soudain, il a attrapé Porta par le visage et l'a soulevé haut dans les airs. Avec un grand fracas, Porta a été violemment projeté contre le sol. L'homme a ensuite saisi une arme et l'a abattu sur lui. À cet instant, Sonia s'est précipitée et a coupé l'homme en deux, mais la blessure a commencé à gonfler de façon grotesque, la chair se tordant et grandissant. En quelques secondes, d'innombrables tentacules ont éclaté de celui-ci, s'enroulant étroitement autour du corps de Sonia. Le corps de l'homme a commencé à se tordre et à se transformer en un monstre grotesque. Il ouvrit grand ses mâchoires, prêt à déchiqueter Porto. Au dernier moment, Porto a balancé son épée de toutes ses forces. Il a appuyé sur la détente de son arme, astérisque clic, astérisque, une explosion d'air comprimé a lancé la lame vers l'avant. En un instant, le monstre a été fermement épinglé contre le mur. Porta est resté immobile, fixant le cadavre sans vie devant lui. Son esprit revint à la créature que les villageois avaient trouvée au port et à la façon étrange dont le chef du village avait agi ce jour-là. Un frisson lui parcourut l'échine. Pendant ce temps, Rita était occupée à servir les clients à la taverne. Son regard doux lui avait valu le titre de petit ange du bar. Même quand elle faisait des erreurs, personne ne pouvait se résoudre à la gronder. Mais aujourd'hui, elle est tombée sur une vraie brute. Cette serveuse a taché mes vêtements. Qu'est-ce que tu vas faire? Le propriétaire s'est rapidement précipité en s'excusant sans arrêt. Juste à ce moment-là, Kona s'est interposé devant Rita, la protégeant et essuyant doucement la tache. Voyant la femme magnifique de près, les yeux du voyou se sont illuminés de luxure alors qu'il attrapait Kana et exigeait qu'elle boive avec lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de provoquer un tigre sous peau humaine avant même que Kana ne puisse réagir. Un cri furieux a résonné derrière, « Enlevez vos mains de mon Kana ou je vous réduis en bouillie ». Le voyou s'est levé, Memo s'est figé de peur. Ne voulant pas perdre la face devant son béguin, il s'est forcé à charger vers l'avant. Le voyou a à peine eu le temps de frapper lorsque la fourchette de Kana a éclairé, poignardant profondément dans sa taille. Dans cette fraction de seconde, le poing de Mao s'est écrasé sur le visage de l'homme. La brute s'est effondrée instantanément, complètement inconsciente. Mao était sur le point de prendre la pause et d'agir cool, seulement pour se rendre compte que Kana et Rita étaient déjà partis. La scène a changé. Rita sanglotait doucement, inquiète pour la sécurité de son frère. Kana la rassura doucement en disant que Porta s'entraînait toujours, sans perdre une seconde. Après 2 ans et demi à veiller sur lui, Kona savait une chose avec certitude, Porta était plus fort que quiconque elle ait jamais rencontré. Dans les profondeurs de la mer, Porta rassembla ses coéquipiers. Ils décidèrent de pénétrer dans le tunnel d'où venait la créature pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur. Le groupe suivit les 3 passages, tâtonnant jusqu'à ce qu'ils atteignent le bout. Ce qu'ils virent ensuite dépassait l'entendement. L'ensemble de l'abri était rempli de provisions, intact et parfaitement conservé malgré les siècles qui s'étaient écoulés. 2 des hommes ne purent contenir leur excitation et se précipitèrent pour saisir tout ce qu'ils pouvaient, mais Porta n'était pas intéressé par le butin. Il garda les yeux perçants en scrutant l'obscurité autour d'eux. Puis quelque chose attira son attention et il signala immédiatement aux autres de préparer leurs armes. Suivant son regard, l'équipe leva les yeux et se figea d'horreur. Des centaines de larves monstrueuses étaient accrochées à des cadavres humains, se tordant comme si elles étaient sur le point d'éclater. Cette vue déclencha un souvenir enfoui dans l'esprit de Porta et il réalisa soudainement. Ils étaient tombés sur le nid du monstre. Les autres devinrent pâles, leurs mains tremblant. Restez silencieux, murmura Jaco avec urgence. Ils dorment encore, si nous bougeons lentement, nous pouvons nous en sortir vivants. Tout le monde suivit son exemple en avançant à pas de loup aussi silencieusement que possible, mais avant qu'ils ne puissent aller loin, un bruit aigu résonna dans la chambre. Une créature massive jaillit de l'eau bloquant la sortie. Les hommes se figèrent de terreur. L'un d'eux perdit même le contrôle de sa vessie. L'instant suivant, un tentacule jaillit de derrière et s'enroula autour de ses jambes. Il eut à peine le temps de crier avant d'être traîné vers la gueule béante de la créature. Avec un craquement écœurant, il fut avalé tout rond. La bête ressemblant à une pieuvre qui gardait la sortie ouvrit grand ses mâchoires et se lança droit sur l'équipe. « Feu !» cria Sonia en ordonnant à ses coéquipiers de tirer, mais les balles rebondirent sur le corps de la créature sans laisser la moindre marque. Les coups de feu réveillèrent le reste des monstres de leur sommeil. « Courez maintenant !» hurla Jaco de panique, mais les créatures ne leur laissèrent aucune chance de s'échapper. En quelques secondes, ils furent complètement encerclés. Le cercle de monstres se resserra se refermant de tous les côtés. Gany leva sa batte de baseball et fut le premier à frapper. Bang! La tête du monstre le plus proche explosa dans un amas de sang et d'os. Juste au moment où il s'apprêtait à frapper à nouveau, un tentacule jaillit et s'enroula autour de son arme. D'autres tentacules suivirent, s'enroulant étroitement autour de tout son corps. Le monstre était sur le point de le mettre en pièces. À la dernière seconde, Porta apparut tranchant les tentacules d'un seul geste rapide. Puis il frappa à nouveau, coupant la créature nette en 2. Après avoir sauvé son camarade, il chargea droit au centre de l'SM. Pour lui, ces bêtes ressemblant à des poulpes étaient risiblement lentes, rien en comparaison de Kana. Après 2 ans et demi d'entraînement infernal,
il n'était plus le garçon faible qu'il était autrefois. Il se faufila à travers la horde comme l'éclair laissant des rivières de sang dans son sillage. À chaque rugissement et coup de sabre, de plus en plus de monstres tombèrent jusqu'à ce que tous les SEM soient anéantis. Ses coéquipiers regardèrent avec admiration, stupéfaits par la puissance écrasante de Porta, mais soudain, tout le tunnel se mit à trembler violemment. D'innombrables tentacules jaillirent des murs autour d'eux. Soudain, une créature massive traversa le mur. Le 7e démon de l'océan, Xenodenjoko. Tout le monde se figea sous le choc. L'eau de mer jaillit violemment à travers le trou qu'il avait créé. L'équipe se précipita pour mettre son casque. Le puissant courant les sépara, emportant tout le monde dans des directions différentes. La bouteille d'oxygène de Sonia fut frappée par des débris volants et se brisa. Alors qu'un monstre s'approchait, Porta la serra fort dans ses bras. Il tira avec son arme en utilisant la propulsion AG pour les éloigner du danger. Mais la créature, déterminée à venger ses petits, les poursuivit sans relâche. Des jets de liquide bleu brillant jaillirent de ses tentacules. Porter ne put esquiver à temps. Le liquide frappa sa bouteille d'oxygène. L'instant suivant, le fluide corrosif déclencha une explosion. L'explosion les aspira tous les deux dans un étroit tunnel. Le corps énorme du monstre était trop gros pour suivre. Après s'être débattu avec fureur, il rugit et se détourna. À l'intérieur du tunnel, les deux exhalèrent enfin de soulagement. Ils n'eurent pas le temps de se reposer. Ils devaient trouver de l'oxygène avant qu'il ne soit trop tard. En chemin, le cadavre de Jaco apparut devant eux. En le voyant ainsi, Sonia craqua et pleura de façon incontrôlable. L'oxygène à l'intérieur de son casque diminua rapidement à chaque respiration. Juste au moment où elle était sur le point d'étouffer, Porta se pencha et partagea son air par contact bouche à bouche. La chaleur entre leurs lèvres ramena Sonia à la vie en un instant. Voyant que Porta pouvait partager de l'oxygène sans bouteille, Sonia pensa qu'il pouvait réellement respirer sous l'eau. En vérité, ses poumons étaient simplement plus forts. Il pouvait retenir sa respiration beaucoup plus longtemps que n'importe quel plongeur normal. Il découvrit cette capacité par accident lors d'une quasi-noyade il y a des années, mais pour l'instant, s'échapper était tout ce qui comptait. Porta lui fit un signe. Si elle manquait à nouveau d'air, elle pourrait compter sur lui. Les deux nagèrent vers la sortie. Bientôt, l'oxygène de Sonia commença à manquer de nouveau. Elle attrapa les cheveux de Porta sans hésiter. Puis, comme un loup affamé, elle l'attira près d'elle et aspira désespérément l'air de ses lèvres. À ce moment, le sous-marin de sauvetage les repéra. Mais dès que Sonia reçut un nouveau réservoir, elle insista pour retourner chercher Gani. Un des membres de l'équipage l'arrêta, l'avertissant que la priorité était d'alerter le village du danger. Il expliqua que la créature utilisait les reliques perdues comme appât pour attirer les plongeurs dans les profondeurs. Au moment où il dit cela, tout le monde sentit un frisson lui parcourir l'échine. Puis une ombre massive apparut juste devant eux. Le pilote réagit instantanément en poussant le sous-marin à pleine vitesse vers la surface, mais Kolar était plus rapide. Ses tentacules s'enroulèrent autour du sous-marin en un clin d'œil. Avec un violent coup, il projeta le sous-marin dans les ruines en contrebas. Les trois passagers à l'intérieur perdirent connaissance sous l'impact. Ne voyant aucun mouvement, Kolar se tourna et remonta vers la surface. En quelques instants, il fit irruption dans Clearwater-Port. Aujourd'hui, il était venu venger sa progéniture morte. Les villageois hurlèrent et coururent de terreur. Ceux qui étaient trop lents pour fuir furent attrapés et avalés tout rond. Le chef du village reçut la nouvelle de l'attaque. Il avait supposé que Kolar tuerait le groupe de Porta et laisserait le village en paix pendant un certain temps. Mais maintenant, le retour soudain du monstre détruisit tous ses plans. Pendant ce temps, le chaos attira l'attention de Kana. Mal et plusieurs jeunes hommes forts s'armèrent pour défendre le village. Kana ordonna à Rita de se mettre en sécurité, puis se précipita droit sur le monstre. Mais quand elle vit la peau de Kolar brûler sous la lumière du soleil, elle se figea sous le choc. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi Kolar, l'un des 7 démons des profondeurs, risquerait de brûler sous la lumière du soleil juste pour venir ici. Bientôt, plusieurs hommes forts se précipitèrent vers le port en lançant leur harpon sur le monstre. Kolar hurla de douleur alors que les lances perçaient sa chair. Il plongea sous l'eau en essayant d'échapper au barrage. Juste au moment où tout le monde pensait avoir gagné, Kolar jaillit des profondeurs avec une force explosive. En un éclair, il avala plusieurs villageois tout ronds. Mao, enragé par cette vue, leva son arme pour les venger. Mais avant qu'il ne puisse frapper, la queue du monstre fouetta l'air et le renversa violemment. Regardant ses amis mourir un par un, Mao se figea sous le choc, son esprit vide. Ce n'était pas une créature que les humains pouvaient combattre. La simple pression de sa présence faisait trembler tout son corps. Il ne pouvait même pas lever son arme juste au moment où Kolar ouvrait ses mâchoires pour le dévorer. Kana sauta en l'air, harpon à la main, SHHHHG. L'arme pénétra directement dans le visage du monstre. Rugissant d'agonie, Kolar projeta Mao de côté. Le voyant en sécurité, Kana attaqua de nouveau, enfonçant le harpon profondément dans la peau de la créature. Elle posa ensuite le pied sur le fût en glissant vers le bas avec tout son poids. Une longue entaille sanglante déchira la peau du monstre. Soudain, le harpon se brisa en deux. Kana se tordit dans les airs, tournoyant 3 fois avant d'atterrir gracieusement sur le sol.
Son mouvement impeccable laissa les villageois bouche bée. La situation était désespérée. Il n'y avait pas de temps pour aller chercher de nouvelles armes. Elle attrapa la courte lame de Mao et se prépara pour le prochain assaut. En même temps, elle lui ordonna de conduire les villageois vers la tour engloutie pour s'y abriter. Une fois tout le monde en sécurité, Kana fixa Kolar du regard, ses yeux brillants de fureur. Elle avait autrefois caché son identité pour échapper aux tribus de l'Alliance et s'était discrètement fondue dans cet endroit. Pendant ce temps, vivre avec les frères et sœurs lui avait apporté un rare sentiment de paix. Elle voulait que ce bonheur simple dure éternellement et ignora les signaux d'alerte autour d'elle, mais elle oublia la vérité. Ces monstres sont partout. Partout où il y a un océan, il y a des bêtes des profondeurs. Regardant sa maison brûlée, Kana, révélant maintenant son rang de chasseuse 3 étoiles, s'avança sans hésitation. Les attaques de la créature arrivèrent comme une tempête. Un faux mouvement et elle serait mise en pièces. Utilisant un abri à proximité, elle roula sous la frappe de Kolar en réduisant la distance. Pourtant, même après avoir tout mis dans son attaque, elle égratigna à peine la bête. Son arme commença à se fissurer. Un coup de plus et elle se briserait complètement. Puis, à sa grande surprise, les villageois commencèrent à lancer des pierres sur le monstre. Enragé, Kolar fouetta ses tentacules, les faisant voler dans toutes les directions. Voyant cela, Connor rugit pour attirer son attention sur elle. Dans l'instant suivant, plusieurs bulles lumineuses jaillirent de ses membres et se précipitèrent vers elle. Elle ne put esquiver à temps. Le liquide corrosif éclata sur elle, brûlant l'armure et la chair. Avant qu'elle ne puisse se remettre, un autre tentacule la frappa de plein fouet. L'impact la projeta à plusieurs mètres, la faisant s'écraser à travers des maisons avant qu'elle ne touche finalement le sol. Ensanglantée et brisée, elle gisait au milieu des ruines. Serrant les dents, elle força son corps à bouger. Non, je ne peux pas tomber ici. Lève-toi. Bouge. Le monstre ouvrit grand ses mâchoires, prêt à la dévorer tout rond. Bang. Un coup de feu résonna dans le chaos. Porta, vivant, revenu des profondeurs, était de retour. Voyant le village en flammes, il a saisi son arme et s'est précipité au combat. Porte-Aurore, tirant et déchaînant une pluie de balles sur Kolar. Alors qu'un monstre changeait de cible, il a lancé son arme droit sur lui. Au même moment, Kana, poussé par une volonté inébranlable, s'est relevé et a chargé. Fort de la lame du chasseur, ses coups ont tranché les tentacules de la créature un par un. Kolar hurla d'agonie alors que du sang éclaboussait les quais. Mais juste au moment où tout le monde pensait que la bataille était terminée, le monstre s'est soudainement retourné, chargeant droit dans la foule. Repoussez-le à la mer. Kana cria, protégez d'abord les villageois. Porta ouvrit à nouveau le feu, l'éclair de la bouche illuminant tout le port. Sous la pluie de balles, le monstre changea de cap, mais le village était trop bondé. Partout où il allait, des gens étaient écrasés ou dévorés. Quand il s'est jeté sur deux enfants terrifiés, Rita s'est précipitée et les a repoussés. L'instant suivant, les mâchoires du monstre se sont refermées sur elle. Snap! Elle glissa, impuissante, dans son gosier, avalée tout entière. Voyant sa sœur dévorée, Porta perdit toute raison, hurlant alors qu'il poursuivait la bête. Mais en mer, les créatures des profondeurs régnaient en maître. Le tentacule de Kolar frappa comme un éclair, envoyant Porta voler. Puis, avec un rugissement profond, il plongea dans l'abîme en contrebas. Porta ne pouvait que regarder, impuissant, l'ombre s'enfoncer dans l'obscurité. Alors qu'il sombrait dans l'inconscience, des fragments de souvenirs revinrent. Le jour où sa sœur est née, il avait regardé le minuscule nouveau-né, confus et tremblant, mais leur mère n'a plus jamais rouvert les yeux. Depuis ce jour, Porta avait blâmé Rita pour sa mort, croyant que si elle n'était pas née, leur mère aurait vécu. Pourtant, maintenant, alors qu'elle risquait sa vie pour sauver les autres, il réalisa qu'il ne pourrait jamais la haïr. Elle était belle, tout comme leur mère. Après avoir perdu sa sœur, Porta traversa chaque jour dans un brouillard. Il croyait qu'il était assez fort pour la protéger quoi qu'il arrive. Mais quand un monstre l'a dévoré sous ses yeux, il a finalement réalisé à quel point il était impuissant. Heureusement, Kana le tira du bord de l'effondrement. Maintenant, les deux partageaient un seul objectif, traquer ce monstre et le mettre en pièces. Pendant ce temps, le chef du village ralliait les survivants pour reconstruire leur maison. Son discours passionné émut beaucoup aux larmes. Mais alors que les applaudissements résonnaient, Portis traversa soudainement la foule. Avec un cri furieux, il frappa le chef au sol. « Tu savais que Kolar vivait sous nous » rugit-il. « Pourquoi l'avez-vous gardé secret? Pourquoi avez-vous jeté des villageois dans la mer pour nourrir cette bête ?» Le chef sentit ses genoux trembler. « Je ne savais pas. Je jure, je voulais seulement que le village prospère. Pourquoi me blâmez-vous tous ?» Certains villageois se sont précipités pour empêcher Porta de le frapper à nouveau. Puis un bruit perçant déchira le chaos. D'un haut-parleur, on entendit un enregistrement du chef parlant avec ses hommes de main. La voix de l'homme tremblait, avouant qu'il ne pouvait pas continuer à sacrifier des vies innocentes juste pour quelques semaines de sécurité. Chaque fois que la bête des profondeurs se nourrissait, elle se calmait pendant un certain temps. Alors le chef utilisa la relique sous-marine pour attirer plus de gens à mourir, échangeant des vies contre la paix. La foule explosa de fureur, chargeant pour battre l'homme qui les avait tous trompés.
Le chef rampa sur le sol, agrippant la jambe de Porta, implorant grâce, mais Porta resta immobile. Il ne ressentait rien. Pour cet homme qui avait causé la mort de sa sœur, il n'offrit aucun pardon, seulement de la compréhension pour ceux qui avaient perdu leurs proches aussi. La foule leva à nouveau les poings, puis quelqu'un cria les mots qui figèrent tout le monde sur place. Les gens que Kolar a pris. Ils sont toujours vivants. Porta arrêta immédiatement la foule, désespéré d'entendre ce que l'homme voulait dire. Vivant? Voulez-vous dire vivant? Il demanda. Terrifié pour sa vie, le chef du village avoua tout. Kolar ne mange pas ses proies tout de suite, balbutia-t-il. Il les stocke dans quelque chose comme un coffre-fort, puis il plante des œufs dans leur corps. Les larves éclosent en se nourrissant de l'hôte. Au fond du nid, il y a une fosse de reproduction. Si vous avez de la chance, vous vivez encore une semaine. Je suis le seul à m'en être jamais échappé. En entendant dire que sa sœur était peut-être encore en vie, les yeux de Porta brûlèrent d'espoir. Après une brève conversation avec Kana, ils décidèrent de laisser le chef les conduire à cette fosse de reproduction. Une fois que Porta eut appris les habitudes de la créature, il réunit immédiatement des volontaires pour une mission de sauvetage. Peu de temps après, l'équipe arriva à l'embouchure du nid. Kana inspecta le terrain puis ordonna à son équipe de sceller l'entrée avec des câbles d'acier. Elle jeta un projecteur à l'intérieur. Sous son faisceau, l'équipe abaissa un mannequin bourré d'explosifs. La lumière effraya plusieurs nouveau-nés. Ils se sont jetés en avant et ont avalé le trou de l'heure. Boum! L'explosion déchira les créatures les plus proches. Le bruit réveilla le reste et un essaim d'entre eux se précipita vers la surface. Leur vitesse était si grande que les câbles tranchèrent leur corps en ruban, mais il y en avait trop. En quelques secondes, le piège fut déchiqueté. Connor leva un projecteur de loin, attirant les monstres vers elle. Alors que l'essaim se refermait, un immense filet d'acier surgit d'en bas, les piégeant tous d'un coup. Les volontaires ont ouvert le feu, les balles déchiquetant la masse jusqu'à ce que plus rien ne bouge. Regardant depuis la ligne de touche, Sonia ne pouvait s'empêcher d'admirer le commandement de Kana sur le champ de bataille. Pendant ce temps, les villageois emmenés par Kolar ont commencé à se réveiller à l'intérieur du nid. Ils ont chuchoté en planifiant comment s'échapper. Soudain, d'épais tentacules ont jailli des eaux sombres. La panique éclata. Ceux qui n'étaient pas dans les chambres fortes ont été saisis instantanément. Rita serra étroitement un petit garçon dans ses bras, le protégeant de son corps. Puis une figure monstrueuse s'éleva des profondeurs. Sa peau était recouverte de capsules translucides contenant des formes humaines. Il absorba les captifs un par un, les scellant à l'intérieur de bulles flottantes qui collaient à sa chair comme des trophées grotesques. Une fois terminé, la créature se laissa retomber dans l'abîme, satisfaite. Les survivants se figèrent, sous le choc. Ce n'était pas Kolar. Il y avait deux monstres à l'intérieur du nid. Pendant ce temps, le chef conduisait le groupe à travers les tunnels sinueux. Après avoir erré pendant ce qui semblait durer des heures, ils se sont retrouvés comme par magie là où ils avaient commencé. Le tempérament de Portis a craqué. Il était sur le point de donner au chef un ajustement complet du corps. Juste à ce moment-là, un requin mutant a jailli de l'eau et s'est jeté sur eux. Le chef hurla lorsque ses mâchoires se refermèrent sur lui. En un éclair, Porta et son partenaire frappèrent ensemble, tranchant net la tête de la bête. Avant qu'ils ne puissent reprendre leur souffle, une massive porte de fer se profila devant eux dans le passage. Alors que le groupe hésitait, un garçon mystérieux est apparu de l'ombre. Il a affirmé qu'il était venu spécifiquement pour les faire sortir du labyrinthe. Après un moment de tension, Porta et Kana échangèrent des regards et décidèrent de lui faire confiance, du moins pour l'instant. Ailleurs, à l'intérieur de la chambre forte alimentaire, les villageois capturés avaient perdu tout espoir. Chaque fois que les tentacules apparaissaient, de plus en plus de personnes disparaissaient comme du bétail en attente d'abattage. Le site a ramené Rita à ses souvenirs d'enfance. À l'époque, même lorsque les monstres attaquaient, son frère restait toujours sur ses positions, sans jamais abandonner. Elle fixa une tige d'acier sur le sol et prit une décision audacieuse. Soudain, les tentacules ont de nouveau surgi d'en bas. Les villageois ont crié et se sont dispersés désespérés de survivre, mais Rita a couru vers l'avant en criant pour attirer l'attention de la créature loin des autres. En un instant, elle a été attrapée et soulevée haut dans les airs. Elle serra les dents et poignarda vers le haut avec la tige d'acier. Le monstre hurla et la projeta au sol. L'impact l'a assommée. Juste au moment où les tentacules revenaient vers elle, un homme a chargé en les percutant et en la mettant en sécurité. Voyant cela, les autres villageois ont également saisi leurs armes et ont rejoint le combat. Ils ont poussé les enfants derrière eux. Si même les enfants étaient assez courageux pour se battre, comment les adultes pouvaient-ils s'enfuir? Même s'ils devaient mourir, ils ne laisseraient pas le monstre repartir indemne. Pendant ce temps, le jeune homme conduisit Porta et les autres au plus profond de l'abri souterrain. Quand ils ont trouvé Théan vivant, tout le monde a finalement poussé un soupir de soulagement. Kana s'avança en demandant à l'homme responsable de les aider à localiser le nid du monstre. L'homme chauve avait déjà deviné leur but. Vous êtes ici pour sauver les villageois capturés, n'est-ce pas? En voyant les survivants sur les moniteurs, ses yeux se sont remplis de larmes de joie. L'homme chauve serra les poings. Je vais vous aider, dit-il. J'ai mes propres raisons de tuer cette bête.
Il expliqua que cet endroit était autrefois une ville à flanc de falaise construite par ses ancêtres pour survivre au grand déluge. Même après que le monde ait été englouti par la mer, son peuple a continué à vivre ici en attendant que la terre se rétablisse jusqu'à ce que le monstre vienne et massacre tout le monde. Il n'a survécu qu'en se cachant dans la salle de stockage. Guidé par lui, l'équipe atteignit bientôt le bord du nid. Le jeune homme montra du doigt. Au-delà de cette dernière porte, vous le trouverez. Quand ils ont regardé, tout le monde s'est figé sous le choc. Leur sous-marin, celui qui était censé attendre au fond marin, était assis là. 2 membres d'équipage étaient attachés à sa coque, immobiles. L'instinct de Kana a crié, reculez. C'est un piège. Avant que quiconque puisse réagir, Kolar a plongé d'en haut. Au même moment, l'équipe de sauvetage à la surface a également été prise en embuscade, mais miraculeusement, personne n'a été blessé. Allez-y, Kana a crié en ordonnant à Porta de libérer les prisonniers en premier. Je vais retenir cette chose moi-même. Fixant Kolar, la bête qui a dévoré Rita. Kana explosa de fureur et chargea. Ses lames ont brillé comme l'éclair, tranchant à travers ses tentacules un par un, blessé et acculé. Kolar se déchaîna dans une contre-attaque désespérée. Kana esquiva gracieusement, ses mouvements nets et précis. Elle s'empara d'une poutre de pont brisée et la claqua sur le monstre. Sous ses frappes incessantes, Kolar a finalement commencé à s'effondrer. Sans hésitation, Konolept s'avança et lui trancha la tête. Pendant ce temps, l'équipe de secours était submergée par des nouveau-nés. Des coups de feu ont éclaté dans toutes les directions. Le chef du village, terrifié, tenta de s'éclipser au milieu du chaos. Mais alors qu'il ouvrait la porte d'acier, quelqu'un se tenait là. C'était Joko. Le chef s'est figé puis a commencé à lui crier dessus, paniqué. Soudain, l'expression de Jaiko s'est tordue. Avec un rugissement guttural, il a plaqué le chef et l'a mis en pièces. En 2 secondes et demie, l'homme était mort. J.K.O. Il tituba, son corps se convulsant jusqu'à ce qu'il se transforme lui-même en monstre. Sonia était figée, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Elle l'appelait sans cesse en espérant atteindre ce qui restait de son humanité, mais c'était inutile. La créature s'est retournée et s'est jetée sur elle. Ses mâchoires se sont refermées sur son bras. Au dernier moment, Kana est apparu et a repoussé le monstre. Juste à ce moment-là, Gont est arrivé en serrant sa batte. Voyant Sonia blessée, il rugit et frappa de toutes ses forces. Sonia l'arrêta en criant à travers ses larmes, « Ne fais pas ça. C'est Jaco. » Gont se figea. Il n'arrivait pas à y croire non plus. Lorsque Kana leva sa lame pour en finir, Gont s'interposa instinctivement. Kana n'hésita pas. Elle sauta haut, prête à frapper à nouveau. Sonia se précipita pour bloquer la lame avec son propre corps. Ses yeux étaient remplis de larmes. « C'est Joko. S'il te plaît, ne le tue pas. Même s'il est devenu un monstre, laisse-moi protéger ce qu'il en reste. » Avant que quiconque puisse réagir, une autre bête mutante a surgi sur le côté. La fureur de Kana s'est enflammée. D'un seul coup, elle l'a coupé en 2. Pendant ce temps, Porta a atteint la chambre forte de nourriture et a sauvé les villageois piégés. Guidé par le jeune garçon, les survivants ont fui vers la sortie, mais Porta ne voyait sa sœur nulle part. La panique lui serra la poitrine. Puis, au milieu du chaos, il l'a aperçue à l'intérieur d'une capsule d'incubation en verre. Du corps de la créature mère, d'innombrables larves ont commencé à éclore. En quelques secondes, elles ont complètement encerclé le groupe. L'ESM a crié à l'unisson et a chargé. Dans ce moment désespéré, la fille que l'on croyait morte a lentement levé la main. Une force invisible s'est propagée vers l'extérieur, figeant chaque monstre sur place. L'équipe qui arrivait s'est arrêtée sous le choc, incapable de comprendre ce dont elle était témoin. Avant que quiconque puisse réagir, la fille s'est de nouveau effondrée, inconsciente. Peu après, les survivants ont commencé leur voyage de retour. Porta serrait sa sœur dans ses bras. Pour l'instant, ils ne voulaient rien de plus que de retrouver la vie tranquille qu'ils avaient autrefois, mais les autres n'étaient pas aussi calmes. Leurs yeux étaient méfiants, les armes à la main, car l'état de Rita ressemblait étrangement au moment où Joko s'était transformé en monstre pour la première fois. Pendant ce temps, un autre groupe de survivants montait à bord des capsules de sauvetage, se préparant à quitter les profondeurs. Le vieil homme chauve, cependant, ignora les pleurs des enfants et choisit de rester. Son corps vieillissant ne pouvait plus survivre à la surface. Son seul souhait était que les 2 enfants vivent et il avait encore une dernière mission, venger la famille qu'il avait perdue ici et s'assurer qu'aucun monstre ne menacerait plus jamais les enfants. La mer a traversé les murs de l'abri, emportant chaque relique dans les tunnels d'évacuation. L'onde de choc de l'explosion a violemment secoué les capsules alors que les 2 enfants se serraient l'un contre l'autre. Lorsque l'écoutille s'est finalement ouverte, ils sont entrés dans un nouveau monde. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les villageois se sont précipités vers le port. Quand ils ont appris que Kolar était mort, des acclamations ont éclaté dans tout le port. Les survivants du fond de l'océan ont retrouvé leur famille, les larmes et les rires se mêlant. Pour la première fois depuis des années, le village était rempli de joie. Seul Porta est resté silencieux, tenant sa sœur près de lui alors qu'il s'éloignait de la foule. Les villageois regardaient, confus, en murmurant entre eux. Bientôt, la nouvelle de ce qui s'était réellement passé sous la mer s'est répandue.
Le choc a parcouru la foule, mais les trésors flottant à la surface les ont distraits une fois de plus, la cupidité prenant le dessus sur la peur. Cette nuit-là, des disputes ont éclaté sur ce qu'il fallait faire de Rita. Kana est restée ferme. Elle pourrait être le seul espoir de l'humanité, dit-elle. Nous sommes en vie aujourd'hui grâce à elle. Mais Sonia a ensuite posé la question qui a coupé plus profondément que n'importe quelle lame. Si Rita se transformait un jour en monstre comme Joko, pourriez-vous la tuer de vos propres mains? Après s'être échappée de la capsule d'incubation, Rita est tombée dans un coma profond. Pendant ce temps, son esprit a dérivé sans fin dans l'obscurité. Dans ce vide, une voix familière n'arrêtait pas de l'appeler encore et encore. Et quand elle a finalement vu qui c'était, Rita a rouvert les yeux. La famille de Porta pensait qu'elle pouvait enfin retrouver sa vie paisible, mais cette nuit-là, quelque chose a mal tourné. Rita, qui aimait autrefois le poisson grillé, s'est soudainement sentie malade rien qu'en le sentant. La faim la déchirait comme le feu. Elle a attrapé un poisson cru et y a planté ses dents. Alors qu'elle savourait cette étrange saveur primale, une odeur inconnue flottait dans l'air. Son corps a bougé tout seul, irrésistiblement attiré vers sa source. L'instant d'après, elle arriva seulement pour trouver le sol jonché de cadavres. Elle se figea. L'odeur du sang était étrangement douce. Soudain, un homme costaud surgit de l'ombre et la projeta violemment au sol. Une bande de pilleurs, ils avaient l'intention de garder les reliques pour eux. Réalisant le danger, Rita riposta de toutes ses forces. Dans le chaos, elle mordit la main d'un homme. Le goût du sang lui donna des frissons. Son esprit commença à s'embrouiller. L'homme la regarda avec horreur. Les rumeurs étaient vraies. C'était la survivante infectée. Riant, il étala sa main ensanglantée devant ses yeux, la narguant, ignorant qu'il venait de sceller son destin. L'odeur du sang déchira le dernier fil de sa raison. D'un geste rapide, elle balança son bras, le décapitant instantanément. Les autres paniquèrent, tirant sauvagement par peur. Mais Rita se déplaçait trop vite pour qu'il puisse viser. Son corps était flou. En un éclair, l'un des bandits était déjà à terre. Elle se tourna pour frapper à nouveau, mais la patrouille du village fit irruption, interrompant son attaque. Les bandits, désespérés d'avoir une chance de s'en sortir, hurlent à l'aide. L'un d'eux saisit l'occasion et se jeta sur Rita pendant qu'elle hésitait. Mais au moment où le couteau perça sa chair, la blessure commença à se tordre. Une masse de chair palpitante jaillit de la coupure. Les villageois haltèrent d'horreur, levant leurs armes en panique. Sonia s'avança à travers la foule, sa main levée pour les arrêter. Reculez. Je vais m'en occuper. Elle n'est plus humaine. Rita, enragée, rugit et fonça droit sur elle. La lame de Sonia fendit l'air pour répondre à l'attaque. En quelques secondes, la jeune fille fut jetée à terre, vaincue. Je vais faire vite, murmura Sonia. Elle leva son épée, prête à en finir d'un seul coup net. Mais avant que la lame ne puisse tomber, Porta fit irruption sur les lieux, attrapant son bras au milieu de son geste. Ignorant les cris de Sonia, il cria le nom de sa sœur, la voix brisée par le désespoir. Porta attrapa Rita dans ses bras, la serrant fort pendant qu'elle se débattait. Même lorsque ses dents déchirèrent sa chair, il refusa de la lâcher. Il continua à chuchoter doucement, essayant de calmer son corps tremblant. Puis lentement, il retira le poignard de sa propre poitrine. Sous sa voix et sa chaleur, la rage de Rita commença à s'estomper, la chair palpitante sur son corps se dissolvant lentement. Des souvenirs d'enfance traversèrent son esprit. Le jour de sa naissance, sa mère était morte en couche. Depuis, elle avait essayé d'être la fille parfaite, faisant tout bien, juste pour gagner l'amour de sa famille. Mais maintenant, elle était devenue la chose même qu'elle craignait le plus, un monstre. Submergée par la culpabilité, Rita éclata en sanglots incontrôlables. De loin, Kana observait, arme à la main, tiraillé entre le devoir et la compassion. Même si Rita était infectée, Kana ne pouvait se résoudre à la tuer. Il ne reste qu'un seul espoir, trouver le docteur Curley. Après un long moment de silence, Kana se décida. Elle ramènerait Rita à l'Alliance. Porta, déterminé à sauver sa sœur de l'infection des profondeurs marines, fit ses adieux aux villageois. Ensemble, ils se mirent en route pour trouver le docteur Curly. Mais l'Alliance flottante ne restait jamais au même endroit. La trouver dans l'océan infini serait presque impossible. Heureusement, Kana avait servi parmi eux et se souvenait encore de leurs itinéraires. 3 jours plus tard, des foules venues des 4 coins de la mer se rassemblèrent à Triangle Port. Il était connu comme le dernier refuge commercial de l'humanité, un endroit pour troquer et survivre. Même une puissante union de Busan y avait un avant-poste caché. Pour infiltrer l'Alliance sans attirer l'attention, Kana avait prévu de rappeler une ancienne faveur au chef de Triangle Port, mais Blondie, le chef du port, refusa catégoriquement. Il ne voulait plus d'ennui. Pourtant, il y avait une règle que tout le monde à Triangle Port respectait, une faveur doit être rendue. Il y a des années, le père de Porta avait sauvé la vie de Blondie. Face au fils de son sauveur, il ne pouvait pas dire non. Sous la direction de Blondie, les 3 montèrent à bord d'un navire de commerce à destination de l'Alliance. Rita se cachait à l'intérieur d'une caisse de marchandises, tandis que Porta et Kana baissaient leurs capuches pour dissimuler leur visage. Bientôt, le navire atteignit le quai de l'Alliance. Travaillant ensemble,
ils poussèrent la caisse de Rita vers la zone d'inspection. Tout semblait se dérouler sans problème jusqu'à ce qu'un garde intervienne pour vérifier la cargaison. Tout le monde se figea, le cœur battant la chamade. Les gardes soulevèrent lentement la bâche. Il s'arrêta une seconde quand il vit Rita, puis sans dire un mot, leur fit signe de passer. C'était Ligio, le même officier qui avait autrefois aidé Porta et sa sœur à échapper au danger. Les reconnaissant, il sourit légèrement, visiblement soulagé de les voir en vie. Après avoir entendu pourquoi Porta était venu, l'expression de Lis s'assombrit. L'Alliance n'était plus ce qu'elle était. Pour arrêter une épidémie qui se propageait, l'eau avait été rationnée. Les prix ont monté en flèche. L'eau propre valait désormais plus que de l'or. Les réfugiés qui n'en avaient pas les moyens mouraient simplement de soif. Certains risquaient leur vie pour voler de l'eau pour leur famille. Ceux qui étaient pris étaient battus à un cheveu de la mort. En regardant la cruauté se dérouler, la colère de Cana s'enflamma. Elle était prête à intervenir, mais Lis lui a rapidement saisi le bras. « Pas maintenant » a-t-il chuchoté. « C'est trop dangereux. » À ce moment, un jeune homme mystérieux est apparu de nulle part, en voyant un garde valser à travers la rue. Il a crié aux réfugiés pour les encourager à prendre l'eau. Les gardes ont pointé leurs armes, prêts à tirer, mais Porta a agi le premier, frappant les canons avec son bâton. Les balles se sont égarées, déchiquetant les réservoirs à la place. L'eau a jailli, inondant la place. Le chaos soudain a rendu les réfugiés fous, attrapant tout ce qu'ils pouvaient pour recueillir l'eau qui se répandait. Profitant de la distraction, Porta et les autres ont essayé de s'éclipser avec le jeune homme, mais Rita s'est arrêtée. Elle pouvait entendre quelque chose, une voix étrange l'appelant. Ignorant les cris de Portis, elle a suivi le son dans l'ombre. Le jeune homme avait autrefois appartenu à la classe supérieure, riche, confortable, épargné par les épreuves, pourtant il a choisi de vivre parmi les réfugiés, tournant le dos aux privilèges. Par hasard, il y a rencontré Lisa et a trouvé la maison qu'il cherchait. Pendant un certain temps, tout semblait aller mieux jusqu'à ce qu'un jour, Lisa tombe sur un objet étrange sous les vagues et tout a changé. Les réfugiés qui sont entrés en contact avec elle sont rapidement tombés malades de ce qu'ils appelaient la peste du poisson. Lisa elle-même a été infectée. Pour contenir la propagation, les dirigeants de l'Alliance ont ordonné que tous les infectés soient jetés à la mer. Mais l'analyse du docteur Curly a révélé la vérité. La peste ne causait aucun mal réel aux humains. Malgré cela, le Conseil supérieur a continué ses purges, affirmant que c'était pour économiser les ressources. Matisse méprisait leur hypocrisie. À la fin, il a pris le parti des réfugiés. Après une confrontation acharnée, il s'est échappé de l'alliance avec Lisa. Des années plus tard, leur fille, Rita, a été infectée par une bête des profondeurs marines pour restaurer son humanité. Les frères et sœurs n'avaient d'autre choix que de revenir à cet endroit une fois de plus. Docteur Curly a écouté l'histoire de Rita avec une fascination croissante, ses yeux brillants comme s'il avait découvert un nouveau monde. Il a émis l'hypothèse que la mutation de Rita était héritée de l'infection de sa mère par la peste du poisson. Porta s'est figé, réalisant, c'est donc pourquoi je peux rester sous l'eau plus longtemps que quiconque. Le ton du docteur est devenu solennel. Dans ce monde noyé, l'évolution n'est pas un choix, c'est la survie. Puis vinrent les mots qui glacèrent le sang de tout le monde. Je ne la guérirai pas. Je vais l'étudier. Rita détient peut-être la clé de l'avenir de l'humanité. Un coup de tonnerre a éclaté de la chambre de confinement derrière lui. Les pupilles de Rita se sont dilatées. Elle pouvait entendre à nouveau ce même appel obsédant. Poussé par la curiosité, tout le monde s'est tourné vers le son. Alors que Porta s'approchait, un frisson lui a parcouru l'échine, et quand il a finalement vu ce qui flottait à l'intérieur du réservoir, il s'est figé. C'était Quintlo, l'un des 7 démons abyssaux qui avait péri aux côtés de son père. Le groupe a reculé avec incrédulité. Kentlas n'était pas un monstre ordinaire. Son intelligence rivalisait avec celle de l'humanité. Une erreur pourrait tous les condamner. Porter réalisa alors que le docteur était devenu complètement fou. Il n'y avait aucun moyen de confier la vie de sa sœur à cet homme. Alors qu'il se tournait pour partir, la porte s'ouvrit brusquement. Le capitaine Murdoch entra avec une équipe de sécurité complète. Dans le chaos, le docteur Curly injecta un tranquillisant dans le cou de porc. Les ténèbres l'engloutirent complètement. Le capitaine sourit, doucement maintenant, Cana. Je ne veux faire de mal à personne. Je veux juste parler. En infériorité numérique, Cana n'avait d'autre choix que de se conformer. Quelques instants plus tard, les deux se tenaient seuls sur le pont, le vent de l'océan hurlant autour d'eux. L'Alliance a besoin de stabilité, a déclaré le capitaine simplement. Nous voulions à nouveau diriger les chasseurs. Restaurer l'ordre. Des émeutes de réfugiés éclatent partout. Les gens ont besoin d'un symbole, d'un héros. Vous, Cana, la femme qui s'est élevée des bidonvilles est ce symbole. En retour, a-t-il poursuivi, le docteur fera tout son possible pour guérir Rita, et le nom de votre famille sera restauré. Le lendemain matin, Porta se réveilla. Allô, une voix familière l'a accueilli depuis l'ombre. Bienvenue à la maison, maître Porta. Fidèle à sa parole, le capitaine a restauré le nom de famille de Porta et Rita, leur accordant le statut officiel d'héritier du clan Ney, l'un des 10 actionnaires d'élite du navire en charge de la production alimentaire. Pour la première fois, ils ont goûté au vrai luxe.
Même des pommes valant 10 lingots d'or pièce étaient empilés sur des plateaux en argent, mais le festin somptueux ne faisait que rappeler à Porta les réfugiés affamés en dessous. Il ne supportait pas l'idée que des gens soient battus à mort juste pour une bouteille d'eau. Après un long silence, il se décida à parler avec Cana. Sur son chemin, il rencontra quelqu'un qu'il ne s'attendait plus à revoir, Dugin, son ancien ennemi. Au moment où leurs yeux se sont croisés, les poings ont volé. Mais Porter n'était plus le garçon faible d'il y a des années. D'un seul mouvement, il avait Dugin cloué au sol. Il pouvait le frapper ici, maintenant. Puis une voix sévère coupa l'attention. Le majordome de la famille s'avança. Maître Porta est maintenant l'héritier légitime du clan Ney, un actionnaire important de l'Alliance. Levez à nouveau la main contre lui et vous subirez des conséquences inimaginables. Dogin se figea, la colère déformant son visage. Quand il apprit que Cana était également revenu, il grinça des dents de rage. Pendant ce temps, Rita retourna dans la pièce qu'elle appelait autrefois sa maison. Tout était exactement comme avant. Les fleurs qu'elle avait plantées il y a des années étaient toujours en pleine floraison. Un jeune homme apparut derrière elle, brisant le silence. Elle le reconnut immédiatement. Le même garçon qui avait déclenché l'émeute sur les docks. Ils échangèrent des sourires et commencèrent à parler. Sous la direction de Jean Gion, Rita vit le coucher du soleil pour la première fois de sa vie. Un jour, dit-il, les yeux brillants, je deviendrai un chasseur de harpons comme Matisse, pas seulement pour tuer les bêtes marines, mais pour protéger les faibles lorsque le danger frappera. À ce moment, Rita vit l'ombre de son frère en lui et quelque chose à l'intérieur de son cœur changea doucement. Aucun d'eux ne le savait. La prochaine fois qu'ils se rencontreraient, ils se tiendraient de part et d'autre du destin. Ailleurs, Porta affronta Cana, exigeant le retour du harpon de son père. Je deviendrai un chasseur, déclara-t-il. Je protégerai les gens qui me sont chers. Mais ses yeux s'assombrirent. Il y a quelque chose qui ne va pas sur ce navire. Kentlas n'est pas maîtrisé. Il regarde, il attend. Au moment où nous baisserons notre garde, ce démon se libérera. La peur d'Horta n'était pas sans fondement. Il avait vu de ses propres yeux à quel point la créature était rusée. L'être muté avait un QI de 270. Il pouvait remodeler ses tentacules pour imiter la forme humaine. Il a appris lui-même à déverrouiller la chambre de confinement. Une fois libéré, il déchaîna sa vengeance. Face à lui, les humains n'étaient rien de plus que des proies. Un groupe de chasseurs de harpons se retira dans le quartier des réfugiés, claquant les portes étanches derrière eux. Pendant un bref instant, ils pensèrent être en sécurité, mais la créature avait déjà appris à utiliser les commandes. Au moment où les portes se sont rouvertes, tout le camp de réfugiés est devenu un terrain de chasse. L'escouade de chasseurs arriva, arme à la main, encline, désespéré de récupérer son titre perdu, brûlé de rage et de fierté. Il jura de tuer Kanta, le démon devant lui, de ses propres mains. Mais avant même qu'il ne puisse bouger, une griffe s'abattit d'en haut, d'un seul coup, il fut écrasé au sol, immobile. L'espoir des réfugiés s'est brisé en désespoir. Des cris remplirent l'air alors qu'ils se précipitaient vers la sortie, mais les portes avaient déjà été verrouillées, scellées par les ordres du haut commandement. À la dernière seconde, Porto arriva sur les lieux. Tous les chasseurs, ouvrez le feu, cria-t-il. La peau de la créature était épaisse, mais même elle commença à saigner sous la tempête de balles. Soudain, d'en haut, Porta et Cana descendirent ensemble d'un seul coup, un invincible tornade. Ils envoyèrent le monstre titubé en arrière. Leur travail d'équipe était impeccable. Des tentacules volaient dans toutes les directions. Cana bondit en avant, arme levée haut pour le coup final, mais un coup de feu retentit. La balle lui traversa le corps. La créature saisit l'occasion, fouettant son tentacule et la projetant à travers le champ de bataille. Depuis l'ombre, Dogin abaissa son arme fumante. Il préférait la voir morte plutôt que de la voir redevenir une héroïne. La chute de Cana donna sa chance au monstre. Il rugit et traversa le périmètre. En regardant la bête marine, ils avaient tout risqué pour la capturer et s'échapper. La fureur de Cana explosa. Elle lança son arme comme une lance. Elle s'écrasa sur Dojun, le faisant tomber de la plateforme. Par l'autorité du corps des harponneurs, les traîtres seront exécutés. Sa lame brilla une fois. La tête de Dojin heurta le sol, mais le prix de la vengeance fut élevé. Cana s'effondra, ses blessures étant trop profondes pour être supportées. Ailleurs, Rita trouva le corps sans vie de Jean Gion parmi les ruines. Lorsque les villageois lui dirent qu'il avait été battu à mort par les hauts gradés pour avoir aidé des réfugiés, quelque chose se brisa en elle. Le pouvoir dormant en elle s'éveilla. Ses veines scintillèrent. Son boutonna. Son sang s'enflamma de fureur. Elle fit irruption dans la salle du Conseil de l'Alliance, les yeux rivés sur les fonctionnaires terrifiés. Dehors, le démon marin libéré sentit une rage et sauta dans les airs vers la salle. Comme lié par sa colère, la bête reflétait ses émotions. Ses griffes tailladèrent l'assemblée, déchirant la chambre. Des cris résonnèrent dans les projecteurs alors que le sang peignait les murs. Quand ce fut fini, la créature prit doucement Rita dans sa main protectrice. Porter arriva juste à temps pour le voir. « Rita, éloigne-toi de cette chose. » Mais elle secoua la tête, la voix calme. « C'est bon, frère. Je peux le sentir. Il me protège. » Soudain, une silhouette descendit d'en haut, Sonia, la chasseuse d'argent.
Elle arracha Rita à l'emprise de la bête d'un seul geste rapide. Libérée de toute hésitation, Porta rugit et chargea. La bataille faisait rage. Les lames s'entrechoquaient. Le sang giclait. Et d'un dernier coup, Porta terrassa le démon. Quand la poussière retomba, il tituba jusqu'aux côtés de sa sœur. La voyant de nouveau humaine, les larmes lui montèrent aux yeux, mais la victoire était amère. Des centaines gisaient morts, il n'y avait plus de médicaments, et ce qui restait de l'Alliance tombait en ruine. Kana resta inconsciente après la violente bataille. Désespéré de la sauver, Porta se tourna vers les pharmaciens de l'Alliance, connus sous le nom de marchands jumeaux. Mais leur demande était exorbitante, le contrôle de l'approvisionnement en eau de la ville. Porta se figea. Dans ce monde noyé, l'eau valait plus que l'or. Confier ce pouvoir à des profiteurs ne ferait que replonger les réfugiés dans le chaos, mais il conçut rapidement un plan. Il convoqua tous les hauts fonctionnaires à un conseil d'urgence. Publiquement, il proposa d'acheter les médicaments à un prix absurdement élevé, mais son vrai message était clair. Quiconque profite du désastre perdra tout ce qu'il possède. La pression dans sa voix remplit la chambre comme le tonnerre. Les marchands jumeaux tremblèrent, baissant la tête et implorant le pardon, jurant de remettre leurs fournitures sans condition. Grâce aux médicaments, les blessés commencèrent lentement à se rétablir, mais Kona ne se réveillait toujours pas. Quelque part au fond de son esprit, elle le rencontra à nouveau. Dans ce rêve, elle pouvait enfin dire ce qu'elle avait enfoui dans son cœur depuis si longtemps. Elle savait que ce n'était pas réel, mais elle souriait quand même comme si elle s'accrochait à cette fragile illusion. Pendant ce temps, dans le monde réel, son corps restait immobile sous de froides lumières blanches. Au même moment, la transformation de Rita recommença. Des écailles scintillaient sous sa peau. Ses yeux devinrent sombres et distants. Elle ne pouvait se résoudre à le dire à Porta, choisissant plutôt de le supporter seule. L'image de la bête marine se métamorphosant en forme humaine ne cessait de se répéter dans l'esprit de Rita. Puis ça la frappait. Elle leva les bras tandis que les vrilles noires s'enroulaient autour d'elle, fusionnant avec sa chair comme une armure vivante. « Si je ne peux pas être humaine, murmura-t-elle, alors je deviendrai un monstre qui les protège. » Ailleurs, Kana ouvrit enfin les yeux après des jours de silence. Au même moment, Rita apparut de nouveau devant tout le monde. Les trois s'embrassèrent, Porta, Kana et Rita enfin réunis sous la faible lueur des lampes océaniques. Avec le retour de Kana, l'ordre revint lentement dans l'Alliance. Les marchés s'animaient à nouveau. Le rire revint sur les ponts, mais Rita le sentait, la faible pulsation de la mort résonnant depuis la mer. Dans l'abîme en contrebas, l'un des 7 démons des profondeurs avait commencé à s'agiter, attiré par son parfum. Un vaisseau fantôme centenaire apparut dans ses rêves, gardé par une créature colossale des profondeurs. Espérant découvrir son secret, les frères et sœurs ont fouillé les archives et les registres, mais n'ont rien trouvé. Ils décidèrent de passer à autre chose, croyant que ce n'était qu'un rêve. Pourtant, un soir, alors que Rita jouait près des balustrades, l'océan ondula et quelque chose émergea de l'obscurité. Sa forme tordue la figea sur place. Une voix glaçante résonna dans le brouillard, « Je t'ai trouvé, c'est donc là que tu étais. » Puis, tout aussi soudainement, la créature disparut dans les airs. Rita s'effondra sur le pont, tremblant, de profondes marques sur l'herbe prouvant que ce n'était pas une hallucination. Un frisson lui parcourut l'échine. Le danger se rapprochait rapidement. Elle se précipita vers le pont supérieur. À l'horizon, le même paquebot de croisière que dans ses rêves glissait sur les vagues, chargeant droit sur l'Alliance. Le capitaine l'aperçut aussitôt. « Signalez-leur de s'arrêter », aboya-t-il. Pas de réponse. L'instant suivant, le vaisseau fantôme percuta directement le vaisseau de l'Alliance. Un fracas assourdissant suivit. L'eau de mer jaillit à travers la coque déchirée, inondant les ponts inférieurs. Les réfugiés hurlèrent alors qu'ils étaient emportés dans la mer, mais ce n'était que le début. Des dizaines, puis des centaines de vrilles noires jaillirent de la brèche du navire. Elles s'abattirent sur la foule comme des fouets vivants. Quiconque elles touchaient se ratatinait instantanément en une enveloppe vide. La panique se répandit comme une traînée de poudre sur les ponts. Porta bondit dans le chaos, sa lame étincelant tandis qu'il tranchait les membres monstrueux. Chaque escouade de harponneurs de l'Alliance rejoignit la mêlée, déversant des balles et de l'acier dans la masse grouillante. En quelques minutes, les vrilles gisaient déchirées et dispersées, mais avant que les chasseurs ne puissent reprendre leur souffle, la chair coupée recommença à palpiter. Les morceaux glissèrent ensemble, fusionnant, se reformant. Puis, avec un rugissement qui fendit le ciel, une abomination colossale s'éleva du pont, entièrement faite de tentacules tortueux. Au même moment, les villes flottantes de Kingfeng et Delta Port étaient frappées par les autres démons des profondeurs. La guerre des abysses avait recommencé. Parmi les 7 démons des profondeurs, celui qui attaquait l'Alliance était le plus terrifiant, Tucker, le dévoreur. Sa carapace blindée annulait toute forme de dégâts physiques, complètement invulnérable. Les chasseurs n'avaient aucun moyen de riposter. Dans ce moment désespéré, Rita s'avança devant le monstre. « Je suis juste ici », dit-elle fermement. « N'êtes-vous pas en train de me chercher ?» Tucker se figea, attiré par sa voix, ses innombrables yeux se fixant sur elle. Il avança lentement mais de manière imparable tandis que Rita restait sur ses gardes. Elle savait exactement pourquoi les démons étaient venus.
Si elle voulait protéger l'humanité, elle devait les affronter même si cela signifiait mourir. Sur le pont, le capitaine vit l'impasse. « Lancez les lance-flammes !» cria-t-il. Une explosion retentissante éclata, les flammes engloutissant tout le navire. Tucker rugit et abattit ses vrilles, fendant le navire en deux. Rita et la bête tombèrent ensemble dans la mer en flammes. Sans hésiter, j'ai versé une colombe dans l'eau après elle. Dans l'océan, il ne pouvait y avoir qu'un seul souverain. Lorsque la reine des profondeurs sentit une nouvelle puissance monter, l'éveil de Rita. Elle envoya Tucker, l'un de ses 7 démons, pour l'anéantir avant qu'elle ne puisse grandir. Mais Rita n'a jamais cherché de trône. Tout ce qu'elle voulait, c'était la paix entre l'humanité et les créatures des profondeurs. Tucker ignora complètement sa demande, un royaume, il siffla, ne peut avoir qu'un seul souverain. Il frappa, ses vrilles visant à drainer la chair et le sang de Rita. Mais à ce moment, Porta frappa par derrière. Avant que quiconque puisse réagir, un navire de guerre en ruine s'écrasa d'en haut, s'abattant sur Tucker et l'entraînant au plus profond de l'abîme. Pourtant, le coup l'entendit à peine. Le démon se libéra des débris en rugissant et se jeta directement sur Porta. Voyant son frère en danger de mort, le pouvoir de Rita s'éveilla enfin. « Aujourd'hui, je vais te tuer moi-même, » rugit-elle, les yeux brillants d'un bleu océan. Mais la régénération de Tucker était monstrueuse. Ses blessures se refermèrent en quelques secondes. Profitant de sa brève hésitation, il sortit à nouveau ses vrilles. Rita ne put esquiver. La frappe l'atteignit en plein cœur. Son corps devint mou, la lumière s'éteignant dans ses yeux. Porter cria son nom en se précipitant pour la sauver, mais une vrille massive s'éleva des profondeurs bloquant son chemin. Puis la Rita qui avait été frappée commença à se dissoudre en brume. Ce n'était qu'un leurre. La vraie Rita l'avait remplie de poison. Alors que Toké l'absorbait, sa chair commença à fondre et à s'effondrer de l'intérieur. Voyant le monstre encore trembler, Rita enfonça ses vrilles profondément dans le corps de Toké, drainant le reste de sa chair et de son sang jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Au même moment, l'eau de mer se déversait dans les ponts inférieurs du navire. L'énorme navire commença à basculer sous la pression. Des réfugiés glissèrent et tombèrent, plongeant dans la crue montante. L'Alliance était sur le point de couler. D'en bas, Rita jaillit vers le haut, ses vrilles s'accrochant à la coque brisée pour sceller la brèche qui s'élargissait. « Arrêtez. Retirez-les » cria Porta, « ils te verront comme un monstre. » Rita lui adressa un faible sourire. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Seulement elle pouvait les sauver maintenant, même si cela signifiait devenir ce qu'ils craignaient. Avec un rugissement de défi, des centaines de vrilles jaillirent de son dos. En quelques secondes, elles s'étendirent sur l'ouverture, la scellant complètement. Le poids du navire l'écrasa. Chaque respiration était une agonie. Juste au moment où elle était sur le point de s'effondrer, d'innombrables bêtes marines ont surgi à la surface. Elles ont plongé dans les ponts inondés, forçant l'eau de mer à sortir de leur corps. Lentement, le navire commença à se stabiliser. Rita renforça les fissures finales achevant le scellement. Puis, ses forces épuisées, elle dériva vers les profondeurs, versant un poumon en avant attrapant sa main. « Rita, reste avec moi » cria-t-il. Ses yeux s'ouvrirent au son de sa voix, mais soudain, elle ordonna à ses vrilles de le frapper parce qu'elle savait que toutes les bêtes des profondeurs la chassaient maintenant. Ce n'est qu'en partant qu'elle pouvait assurer la sécurité de l'humanité et protéger celui qu'elle aimait. Porta regarda, impuissant, sa sœur disparaître dans l'obscurité en contrebas. Pour la première fois, il comprit à quel point l'océan était silencieux et triste. La culpabilité et l'impuissance submergèrent Porta comme une marée montante. Le saccage de la bête des profondeurs avait finalement rendu toute l'humanité furieuse. Les factions survivantes s'unirent enfin, prêtes à riposter et à chasser les monstres de l'abîme. Porta se souvint de ce que sa sœur lui avait dit un jour. Dans ses rêves, elle avait vu le nid du monstre près de l'épave du paquebot de croisière. Tucker avait utilisé ce même navire pour attaquer l'Alliance. S'il pouvait localiser l'endroit où le navire avait coulé et récupérer la boîte noire, il pourrait trouver l'antre du démon. Avec l'aide du jeune prodige, ils ont rapidement localisé les coordonnées exactes. Il se trouvait au plus profond du Pacifique, près du mont sous-marin Emperor. Suivant cette piste, tout le monde se rassembla à la forteresse flottante, le dernier bastion de l'humanité, vaste comme 6 colonies de l'Alliance réunies. Alors que les préparatifs commençaient, un cri soudain résonna dans le hall. À la mention de la bête bouclier, Kana se retourna instantanément. La vue devant elle la figea sur place. La créature qui avait massacré ses parents, quelqu'un d'autre l'avait déjà tué. Une lueur de déception traversa ses yeux, mais la curiosité suivit. Qui pourrait bien être aussi fort? Sonia remarqua son expression et montra le côté. Il n'y a qu'une seule personne capable de tuer un démon des profondeurs, dit-elle. Clark Miller, le chasseur de harpons 6 étoiles. Par respect pour la puissance de l'homme, Porta s'avança pour le saluer, mais Miller ne lui jeta même pas un regard. Au lieu de cela, il se dirigea droit vers Sonia et la prit dans ses bras. Sonia se figea. Elle voulait résister, mais son corps refusait de bouger. En tant qu'ancienne coéquipière, elle le savait très bien. Devant Miller, elle n'était rien de plus qu'un insecte. Heureusement, Prone est intervenu pour apaiser les tensions. Le regard froid de Miller se posa sur la marque sur le bras de Prone.
Ses lèvres se retroussèrent en un rictus méprisant. Faire équipe avec cette racaille, tu es tombé bien bas. L'insulte fit bouillir le sang de Porta. Il serra les poings et s'avança un instant, leurs regards se croisèrent, puis les deux hommes lancèrent leurs poings. Avant que les coups ne puissent atteindre leur cible, Kana apparut entre eux, les forçant à se séparer. Nous sommes ici pour combattre des monstres, pas pour nous battre entre nous, cria-t-elle. Miller se figea en la regardant. Son regard se posa sur l'écusson cramoisi sur sa poitrine, le cœur écarlate, la marque gagnée en tuant l'un des 7 démons. Son expression s'adoucit. Je cherchais des chasseurs comme vous, dit-il. Rejoignez mon équipe et je ferai de vous mon second. Kana sourit, secouant la tête, je ne suis intéressé ni par vos rangs ni par vos titres. Pendant ce temps, de retour sur le pont de recherche, le docteur Kerl analysait les données récupérées du paquebot et découvrit enfin la clé de l'évolution des bêtes des profondeurs. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.